La pluie et le beau temps. Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu culture société tous les mardis 19h-21h sur Move. Je m'appelle toujours So Spencer, votre go so sweet, so chill. Et comme d'habitude, comme tous les mardis depuis le début, je suis avec Florence et Leïla. Hello, comment ça va? Bah écoutez, très bien, je suis avec vous, on est là pour débriefer de l'actu. On est chaude, on a plein de trucs à dire. Et c'est ça. Comme d'hab en fait, tous les mardis. Exactement, comme tous les mardis, comme vient de dire Leïla. Vous pouvez passer 2 heures agréables avec nous, vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Alors au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, la journée internationale des droits des femmes sera célébrée ce vendredi, le 8 mars 2024. Alors pour rappel, c'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Leïla, on va voir avec toi ses origines. Ouais. Et Florence, tu vas nous expliquer pourquoi non, on ne souhaite pas bonne fête de la femme aux femmes le 8 mars. Non mais clairement. Et on va aussi faire le tour des opérations marketing sexistes qui sont mises à l'honneur ce jour-là, malheureusement. Allez, si je vous disais que les espaces No Kids, donc les lieux interdits aux enfants, sont de plus en plus fréquents. Et ouais, c'est le constat tiré ces dernières années après l'apparition à l'étranger notamment de restaurants interdits aux enfants pour le bien-être des clients. Alors pourquoi ça devrait plus être tabou de ne pas aimer les enfants? Et comment les parents essayent aussi de revoir le modèle d'éducation avec la méthode dite positive? Et ben ça sera notre deuxième question du jour. Après les révélations chocs de l'acteur Aurélien Vic sur les violences sexuelles dont il a été victime pendant l'enfance, le hashtag MeTooGarçon a été lancé sur les réseaux sociaux pour encourager les hommes à dénoncer leurs prédateurs sexuels. Alors Flo, on va voir avec toi comment le hashtag est devenu un outil de ralliement. Et Leïla, tu vas nous expliquer pourquoi se libérer est devenu un exercice difficile pour les hommes. Yes, et on verra du coup que c'est à cause des stéréotypes de genre et de la masculinité toxique. Ok. Paul Pogba a été suspendu pendant 4 ans après un contrôle positif au dopage. Alors c'était la nouvelle choc de la semaine dans le monde du sport. Et là, tu vas nous expliquer justement pourquoi les sportifs ont souvent recours à cette pratique dangereuse. Et Pogba, de son côté, lui, il a été soutenu par sa femme dans un long message publié sur Internet. Et c'est l'occasion justement pour nous de nous intéresser à ces femmes de footballeurs qu'on appelle les WAGs. Donc tout ça et bien plus encore, c'est dans la pluie et le beau temps. C'est parti. 19h-21h. La pluie et le beau temps. Vendredi 8 mars 2024, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette journée d'action et de rassemblement à travers le monde. Alors certains ne le savent peut-être pas, mais on ne dit pas que c'est la journée de la femme, non, mais la journée internationale du droit des femmes. Alors c'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et aussi la justice. Et justement, depuis son officialisation en 1977 par les Nations Unies, il y a des groupes et des associations de femmes militantes qui préparent des événements partout dans le monde. Tout ça, c'est pour fêter les victoires, les acquis, pour faire entendre les revendications et surtout pour améliorer la situation des femmes. Alors d'ailleurs, les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente. Cette année, le thème, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Mais du coup, pourquoi accélérer le rythme? Accélérer le rythme parce qu'en fait, selon l'ONU, il y a dans le monde un déficit de 360 milliards de dollars par an. Donc, et tout ça, c'est à cause des dépenses qui sont prises en faveur de l'égalité des sexes à l'horizon 2030. Aujourd'hui, l'heure du changement a sonné et en fait, le hashtag qui est relié à cette campagne cette année en 2024, c'est investir dans les femmes. En plus de ça, comme chaque année, il y a des initiatives qui sont lancées dans le pays et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en Bretagne, l'association Entreprendre au féminin Bretagne va faire profiter tout au long du mois de mars les femmes. Il y aura des ateliers, des rencontres, des portes ouvertes, des témoignages ou encore des podcasts qui auront pour thématique l'égalité femmes-hommes dans l'entrepreneuriat. À Roubaix, par exemple, dans le nord de la France, parmi toutes les initiatives, il y aura entre autres une visite guidée organisée en hommage aux figures féminines emblématiques de Roubaix. À Montpellier, dans le sud de la France, les conférences qui seront tournées autour de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes seront mises à l'honneur. À Nantes, par exemple aussi, de son côté, il y aura une centaine de rendez-vous qui seront dédiés aux femmes. Et ça sera pendant tout le mois de mars. Bref, du coup, vous l'avez compris, le 8 mars, voire même le mois entier, le mois de mars, c'est vraiment l'occasion de mettre en avant les combats menés, les avancées obtenues et surtout les actions qui restent à réaliser pour atteindre cet objectif d'égalité. En plus, ça fait plaisir parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent même pas, qui sont pas au courant de ce qui se passe dans leur propre ville. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y a même beaucoup de personnes qui savent pas exactement ce que représente cette journée. En fait, c'est mitigé, à part dire, c'est la journée de la femme. Il y a plein de gens qui savent pas en fait qu'il s'agit d'un réel combat lié à l'égalité homme-femme. On va prendre l'exemple de ces habitants de Strasbourg qui ont été interrogés dans un micro-trottoir et ils ont répondu à la question suivante: que vous évoque la journée du 8 mars? Absolument rien. J'imagine que c'est la journée de la femme, c'est ça? Elle m'évoque qu'il faut penser à toutes les femmes qu'on oublie parfois bien trop souvent dans trop de domaines, notamment professionnels. Ça m'évoque tous les combats que les femmes ont pu mener pour leurs droits. Mettre en valeur les femmes pendant un jour par an, c'est la moindre des choses.
Moi, j'aimerais bien que les hommes s'emparent aussi de cette journée parce que ça repose beaucoup sur eux. L'égalité homme-femme, la parité, l'indépendance des femmes, c'est beaucoup eux qui doivent donner un coup de main. C'est une journée qui, pour moi, il me semble beaucoup plus importante que les autres parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, mais les femmes participent beaucoup à la vie. Ça représente le droit des femmes, le droit de vote, tout ce qu'elles peuvent apporter au sein de la société. Bon, ok, c'est cool. Ça se voit, ils savent pas trop quoi dire. Il y a des réactions à faire. Hein. Ouais. Elle participe à la vie. Ouais, à la vie. Ça partait bien en plus. Ça partait d'un bon sentiment. Mais tu vois dans l'extrait vidéo qu'il est en mode faut que je trouve un truc à dire là tout de suite. Du coup, petite question. Vous, si vous deviez me donner le nom d'une femme inspirante, ce serait qui? Vas-y, Leïla, commence. Moi, ma mère, elle a un bête de parcours. Ouais. Je te jure qu'elle a un bête de parcours. En plus, je l'ai vue, elle est trop belle, ta mère. Ah, tu vois. En plus d'être belle, elle a un bête de parcours. En plus de ça. Et toi? Moi, ça dépend dans tout. Enfin, par exemple, dans le journalisme, je suis hyper fan de Daphné Burki, par exemple, ou même ouais, Salomé Saké aussi. Mais après, il y a plein d'autres figures qui m'inspirent, comme Morgane Hortin, Lolita Peel. Okay. Plein de raisons différentes. Et toi? Moi, j'aime bien. Alors, juste un exemple en actrice. J'aime trop Taraji. Vous voyez Taraji Henson? Ah, moi, je vois pas. En fait, Empire. Ouais, celle qui joue Cookie. Okay. Bon, elle a pas que ce rôle, mais c'est vrai qu'elle a été connue. Ou Baby Boy. Entre autres, en fait, elle, j'aime bien parce qu'elle a un parcours hyper compliqué. Aujourd'hui, c'est une grande star, mais elle a élevé son fils toute seule. Elle a été victime de violences conjugales. Elle a perdu ses parents. Et en fait, aujourd'hui, regardez où elle est, tu vois. Et j'aime trop ce genre de parcours, en fait. Genre le délire de résilience et tout. Exactement. En tout cas, les mêmes personnes qui ont été interrogées sur ce micro-trottoir ont répondu. Et voici leur réponse. Moi, j'aime bien les scientifiques, Marie Curie et tout ça. Ça m'inspire. Je dirais tout de suite Simone Veil. Ouais. Mais ouais, c'est logique. Première femme qui vient à l'esprit, quoi. Après, il y en a plein aussi, encore aujourd'hui, qui défendent les droits des femmes. Mais Simone Veil, je pense elle a été à l'origine de tout pour moi. Ah, je sais pas, mais en vrai, c'est pas étonnant ce genre de réponse. Ouais, bah oui, et en même temps, je trouve que c'est une question difficile. On est influencé et inspiré par tellement de gens et par aussi tellement de gens lambda entre guillemets. Ouais, bien sûr. Moi, il faudrait que je fasse un puzzle de tous les gens qui m'inspirent. Mais tu vois, je m'attendais à ce genre de réponse avec des noms un peu historiques en fait. Tu vois, c'est un peu comme si, en fait, les gens ils sont pas trop renseignés sur cette journée et du coup, comme il faut parler d'une femme, hop, on va parler d'une femme qu'on a appris à l'école ou un truc comme ça. D'une femme qui a un peu marqué l'histoire, quoi. Exactement. Et c'est comme en fait les origines finalement du 8 mars. En vrai, qui les connaît réellement, tu vois, quand on s'y penche de plus près. On apprend en fait qu'il y a un mythe à l'origine de cette journée, c'est celui des ouvrières du textile qui auraient défilé à New York le 8 mars 1857. Elles auraient défilé pour avoir le même, en gros, elles auraient manifesté pour avoir le même salaire que les hommes. Sauf qu'en fait, selon plusieurs historiens, c'est complètement faux. Du coup, Leïla, c'est quoi les vraies origines de la Journée internationale du droit des femmes? Alors selon plusieurs historiens, RAS le 8 mars 1857 à New York, il s'est rien passé dans les rues. Et en fait, le pire, c'est que ça tombe un dimanche, donc je trouve que c'est un peu naze pour un jour de grève. En plus. Et du coup, on a cherché où est-ce qu'il s'était passé quelque chose un 8 mars. Et en fait, c'est bien passé quelque chose le 8 mars 1917 en Russie. Donc, selon le calendrier julien, on était le 23 février 1917. Mais bref, ce jour-là, en gros, il s'est passé quelque chose. Les ouvrières et les femmes, elles ont organisé une grande grève et ont défilé dans les rues de Saint-Pétersbourg en demandant la paix et du pain. Et le mouvement va prendre du coup de l'ampleur et elles seront rejointes par les hommes. Et ça sera le début de la révolution de février. Et 4 jours plus tard, le tsar il sera obligé d'abdiquer et le gouvernement provisoire, il va accorder le droit de vote aux femmes. Et 4 ans plus tard, la Russie elle adoptera officiellement le 8 mars comme la journée des femmes en hommage à cette manifestation. Mais c'était plus célébré comme une fête des mères, pas comme un jour pour leurs droits. Par exemple, elles avaient le droit de sortir plus tôt du travail pour aller chez le coiffeur. Mais du coup, c'est marrant parce que ce sont les États-Unis qui se sont d'abord approprié cette date. Eux, ils ont inventé en fait le mythe de la manifestation dans les rues de New York, comme on vient de le dire. En vrai, ça me semble logique parce que ça, c'était pendant la guerre froide et eux, ils combattaient clairement la Russie et le communisme. Ouais, mais bizarrement, non. En fait, c'est la France qui a diffusé ça dans le journal L'Humain. Ah, donc c'est French. Voilà, c'est des petits malins. Ok. Donc en gros, c'est eux qui ont diffusé le mythe des ouvrières new-yorkaises. Mais c'est trop bizarre. Enfin, moi, quand j'ai appris ça, j'étais trop choquée parce que l'UMA, c'est connu pour être un journal dans lequel il y a plein de communistes qui ont écrit. Et comme des politiciennes comme Yvonne Dumont, ou Clotilde Chaumat. Mais comment on l'explique, du coup ?
il n'y a pas vraiment d'explication claire sur ce qui a inspiré cette légende, mais c'est fou de voir à quel point elle s'est diffusée et ancrée super vite. Mais à ce moment-là, il y avait des tensions dans le mouvement communiste sur la journée du 8 mars. Par exemple, la CGT, ils voulaient que le 8 mars soit ancré dans la lutte ouvrière, alors que l'Union des femmes françaises voulait que ça soit une journée où on célèbre les femmes, comme en Russie, le délire de fête des mères, coiffeurs, on vous aime. Et en fait, sachant que l'idée d'une journée dédiée aux droits des femmes, elle existe depuis le début du XXe siècle, avec des mobilisations de femmes comme celle des suffragettes au Royaume-Uni ou celle du Parti socialiste américain qui veut que tous les derniers dimanches du mois de février, on se consacre aux droits de la femme. Donc je pense que l'UMA, elle a un peu tout whippin tout mixé pour créer le mythe des ouvrières new-yorkaises. Non, mais du coup, ce mythe, c'est toujours l'origine de la journée du 8 mars dans la tête des gens, en fait. Ouais, en tout cas, pour la plupart des gens. Ouais, ce mythe-là, il est appuyé par les États-Unis, comme tu disais, pendant la guerre froide. Et comme d'hab, on met plus d'énergie à construire une idée qu'à la déconstruire. Donc il y a aussi des historiennes comme Françoise Pic, c'est une Française, qui fait des recherches sur le sujet et qui essaie de faire abandonner l'idée aux journaux ou dans les médias. Parce que, en gros, selon elle, cette date, elle a quand même une importance parce qu'elle permet de mettre au goût du jour, en fait, des thèmes comme l'égalité salariale, entre autres, tout ça. Et en fait, on est passé d'une journée où on a le droit de se faire joli à une journée où on se concentre sur le droit de vote, l'égalité salariale, le droit à l'avortement et tout, quoi. Et du coup, en fait, dédier une journée aux droits de la femme, c'est pas une idée russe ni américaine. Ouais, et la première fois que c'est évoqué, c'est en 1910, donc pendant la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, au Danemark. C'est danois. Voilà, qui réunit une centaine de femmes de 17 pays différents. Mais en fait, ça semble tout beau comme ça, mais de base, c'est une réunion de féministes bourgeoises qui veulent se réunir sans les ouvrières, comme si la lutte féministe et la lutte ouvrière, c'était des luttes distinctes. Et en fait, cette journée, elle a été proposée par Clara Zetkin, c'est une journaliste allemande qui voulait que les revendications des femmes soient prises en compte par les dirigeants socialistes, mais aussi pour dénoncer l'influence des féministes bourgeoises sur les ouvrières. Et même si l'idée n'a pas été retenue à la fin de la conférence, c'est quand même la fondation de la journée internationale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais, et c'est cette fondation justement qui a donné naissance à quelque chose d'effectif, puisque le 8 mars 77, l'ONU a adopté finalement une résolution qui a repris l'initiative communiste là que tu viens de nous expliquer. Ouais. Et cette initiative, c'est celle de demander à ses pays membres de célébrer une journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale. Donc du coup, cette année, on est en 2024, ça fait 47 ans que cette journée est célébrée. En tout cas, vendredi, ça fera 47 ans. Et chaque année, il y a un thème. L'année dernière, par exemple, le thème, c'était l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes pour un monde digital inclusif. Cette année, le thème, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Flo, toi, tu es très... c'est ton truc. C'est ton truc, la lutte féministe. C'est pas mon truc, c'est le truc de toutes les femmes. Toi particulièrement. En tout cas, ici, tu es notre inspiration. T'as prévu un truc vendredi ou pas? Ouais, déjà moi je vais sûrement manifester avec mon asso et le soir, petit kiff, j'ai un petit concert mais d'une femme du coup de Alice et moi. Très bien. Je trouve que ça rentre en jeu, tu vois, de soutenir les artistes. Grave. Et vous? C'est le moment de soutenir plus que jamais. Non, j'ai pas de... j'ai rien de prévu. Mais peut-être qu'on viendra au concert pour voir Alice et moi. Voilà, au concert, même pas à la mer. Alors ce vendredi 8 mars, ce sera comme chaque année la journée internationale du droit des femmes et non pas la journée de la femme, ok? On a discuté juste avant la musique avec toi, Leïla, des mythes et des origines de cette journée. Pour rappel, c'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale des femmes le 8 mars. Mais c'est vraiment en 77 qu'elle a été officialisée. Alors comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Et justement, depuis son officialisation en 77, il y a des groupes, des associations de femmes militantes qui préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires, les acquis, pour faire entendre leurs revendications et aussi améliorer la situation des femmes. Alors ce que vous devez retenir, c'est que c'est la journée des droits des femmes, non pas la journée de la femme. Alors pourquoi on insiste avec ça? Parce que ça a toute son importance dans la vision qu'en ont les gens. En France, l'appellation officielle elle a beaucoup varié depuis qu'elle a été instaurée en 82 par Yvette Roudy, la ministre des droits de la femme. À l'époque, elle avait été appuyée par le président de la République en date, François Mitterrand. Et là, je vous parle de la France, mais dans le monde entier, la même erreur est commise et ça a créé une cacophonie autour des appellations de la journée du 8 mars. Dites-vous même que dans certains pays, en particulier dans les pays de l'ancienne URSS, comme la Russie, la Biélorussie ou encore l'Ukraine, c'est un jour férié. Ouais, parce que ce sont des pays qui sont attachés aux valeurs communistes. Et il y a des différences de compréhension de cette journée, notamment à cause des origines et de la diversité des traditions selon les pays. En tout cas, ça ne nous empêche pas de voir un marketing des marques qui est totalement sexiste
sexiste sous couvert de la mise en avant des femmes. En gros, la Journée internationale des droits des femmes d'origine soviétique, c'est un peu devenu un produit commercial. Flo, on est d'accord ? Ouais, on doit pas dire bonne fête de la femme aux femmes. Mais c'est interdit. C'est interdit. Alors, à tous ceux qui comptaient nous souhaiter justement une bonne fête de la femme, le 8 mars, en nous offrant des roses, écoutez bien, c'est non. C'est non. La Femme, déjà, c'est un groupe de rock. Et du coup, à ce que je sache, ils n'ont pas encore de journée à eux. Et plus sérieusement, cette phrase est problématique pour plusieurs raisons, parce que les mots ont un sens. D'abord, on ne peut pas employer le mot fête comme si on parlait de la Saint-Valentin ou de la fête des mères, parce qu'ici, il est question d'un jour de visibilité. Et ensuite, c'est un jour de visibilité qui n'est pas celui de la femme, mais qui est à minima celui des femmes. Et pour être tout à fait correct, celui du coup des droits des femmes. Ouais, exactement. Et utiliser le singulier, c'est aussi enfermer la femme dans un fantasme qui est très réducteur. Bah c'est ça, certains diront que je chipote, ok, mais c'est plus qu'une bataille sémantique, c'est refuser de dépolitiser cette journée, parce que dire la femme, c'est quoi ? C'est continuer d'alimenter cette idée qu'il y a une naissance féminine. En gros, ça voudrait dire que les femmes ont des caractéristiques communes, souvent dans l'imaginaire collectif, on pense à la douceur ou encore à la maternité. En réalité, la femme n'existe pas, comme dirait Virginie Despentes. Les femmes ont des identités plurielles et heureusement se distinguent les unes des autres. La preuve, on est toutes les trois différentes. Et la nuance est importante parce qu'on ne célèbre pas ce concept de la féminité, mais comme son nom l'indique, on veut des droits comme par exemple celui de ne pas mourir sous les coups de son mari et pas du chocolat, quoi. Et plus sérieusement, c'est aussi rendre hommage au combat et se rappeler que c'est loin d'être fini. Mais très loin. Résultat, c'est une journée qui est dédiée aux manifestations. Et d'ailleurs, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes déconseille d'organiser un concours de beauté ce jour-là. Bah oui. Il y a vraiment des gens qui font ça. Bah ouais. Oh là là. Ou même aux chefs d'entreprise d'offrir du vernis à ongles à leur personnel féminin. Mais sachez que c'est des recommandations qui ne sont pas forcément suivies puisque c'est toujours en 2024, mal compris par les entreprises qui se croient cool à base d'opérations marketing voilà, vraiment douteuses. L'année dernière, le compte Pépite Sexiste, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compte qui dénonce le sexisme ordinaire diffusé par les marques. Et il a épinglé plein d'enseignes. Donc on avait Carrefour qui offrait une rose à toutes les femmes, des fleurs, toujours des ça, tu vois. Mais vraiment. Sinon, dans le genre bien cliché, la marque de maquillage Kiko qui bradait ses produits en mode 2 achetés, 1 offert pour la journée de la femme. Et la liste est longue, mais pour finir, mon préféré, donc c'est Cellublue, je sais pas si vous connaissez pour les boutique de produits minceurs qui avait gentiment mis un pourcentage sur leur ventouse anti-cellulite électrique. Donc voilà, est-ce que vous profitez des petites offres comme ça de manière coupable? Grave pas. Moi, en soi, genre, demain, je vais pas me dire oh, le 8 mars, faut que je fasse les magasins parce qu'il y aura des réductions. Mais tu vas pas aller à Carrefour. Bah non, pour avoir une rose. Non, mais si demain je tombe dessus, je vais pas dire non à la réduction, quoi. Franchement, moi, j'y pense même pas. Je calcule. Déjà, je déteste ces opérations marketing où tu reçois des messages comme le Black Friday où j'en passe. Donc, non, franchement. Après, moi, je pense que je serais grave capable de, tu vois, si par exemple je vais à Carrefour et que c'est encore le cas, de m'en prendre à un gars qui est pour rien, tu vois. Genre dire, mais tu vois, le mec qui tu te rends pas compte, t'as pas écouté ma chronique sur Move mardi soir. Dans la pluie de beau temps, 19h21. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper opportuniste et ça a un nom. Ça s'appelle le feminism washing et les collectifs féministes sont graves pour le boycott de ça. Bah ouais. Après, pour moi, le plus désolant, ça reste ceux qui n'essayent même pas de jouer le jeu de l'hypocrisie comme eux, tu vois, et qui se demandent sincèrement, mais pourquoi cette journée elle existe encore, étant donné que les hommes font la vaisselle ou je sais pas quoi. Ah, le fameux, c'est la journée de la femme. Et pourquoi je fais le tous les jours Alors, tout simplement parce que oui, on avance, mais si les inégalités restent présentes, pour ne citer qu'elles, dans le domaine professionnel, par exemple, les femmes gagnent en moyenne 17% de moins que les hommes pour un même volume de travail et des compétences égales. C'est beaucoup, mais ça monte à 30% quand on prend en compte le fait qu'elles sont plus souvent en temps partiel. Et le temps partiel, c'est pas par flemme, hein. C'est surtout parce qu'on porte toujours le poids de la charge mentale, vaisselle ou pas, et que c'est à nous de jongler entre la famille et le travail en général. Mais grave. En plus, les femmes, elles sont plus diplômées, mais elles sont moins nombreuses à des postes de décision. Bah ouais, mais de toute façon, il y en a plein d'autres d'inégalités au boulot, comme la sous-représentation, etc. Mais aussi énormément de violence dans l'espace public. Le harcèlement, c'est vraiment un lot quotidien pour certaines. 100% des femmes ont déjà été importunées, suivies ou agressées, et ça, c'est une vraie statistique. Autre statistique, c'est qu'une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles, puis 94 000 femmes sont victimes de viols chaque année. Donc non, on n'est pas égaux. Au-delà de ça, il y a aussi des hommes qui, à l'occasion de cette journée, se plaignent de ne pas avoir la leur. Les pauvres chatons. Mais attendez, elle existe, vous inquiétez pas. Elle n'est pas connue ni reconnue par les Nations Unies.
États-Unis. Les ambitions sont un peu floues, mais voilà, c'est le 19 novembre si vous voulez. En tout cas, moi, j'ai qu'une question, c'est jusqu'à quand on aura besoin du 8 mars. Et ce sera le jour où on aura obtenu l'égalité dans tous les domaines, n'est-ce pas? Ça va être je sais pas si on la verra à la fin du 8 mars. Mais le 19 novembre, il y a quoi en fait? Juste journée, la même chose, l'équivalent pour les hommes, mais en fait, pareil, mais les ambitions, elles sont pas claires, on sait pas trop pourquoi, comment, enfin tout est flou. D'accord. Moi, tu vois, je pensais que c'était du 1er janvier au 7 mars, puis du 9 mars au 31 décembre. Mais moi aussi. Eux, ils ont plein de journées. Ils ont une année, ouais. Voilà. À part le 8. Voilà. Ils ont une année moins un jour. Est-ce qu'on peut avoir un jour? C'est trop demandé. On n'est pas venus ici pour souffrir. Non, mais c'est trop chou de dire on veut l'égalité, nous aussi on veut une journée. Et voilà. En tout cas, la journée internationale des droits des femmes, c'est ce vendredi. Et je rappelle que dans toute la France, il y aura des opérations qui seront menées. J'ai trouvé les programmes de pas mal de villes sur le site du gouvernement. Je vous en ai cité tout à l'heure. Vous pouvez, moi, je pense que vous pouvez juste taper sur Google le nom de votre ville, suivi de la date du 8 mars, et le programme sortira. Ouais, mais sinon, on peut aussi y contribuer à notre manière, comme moi qui va avoir un petit concert. Exactement. Alors, je veux vous proposer des idées. Regardez, c'est simple. Vous pouvez juste soutenir des entreprises dirigées par des femmes. Là, je parle du professionnel. Pourquoi pas aussi organiser des séances de formation, des ateliers de sensibilisation autour des inégalités femmes-hommes. Ça permettra entre autres de comprendre quels sont les actes qui sont qualifiés de violences sexuelles dont tu parlais, Florence, le fonctionnement aussi de la culture du viol, repérer et aussi éviter les biais sexistes au travail. Ça permettrait aussi de connaître le cadre légal qui entoure l'égalité professionnelle des femmes et des hommes. Bref, vous voyez, il y a plein de choses à faire, mais par pitié, n'offrez pas de rose. Ça n'a pas de rose, pas de vernis, pas de maquillage et pas de machine anti-cellulite parce que déjà de une, ça peut vexer. De ouf. Mais tu sais, c'est comme quand, c'est ton anniversaire et on t'offre un truc produit électroménager ou un truc comme ça, mais pas du tout. Genre un aspirine, ok, chez moi c'est sale. C'est un déo, les trucs comme ça, là, un savon. Moi j'aime pas, j'avoue. Ça veut dire quoi? C'est un subli, genre à ton anniv, si on t'achète un savon, ça te saule? Ouais. Ouais, moi aussi. Tu veux que je fasse pas j'ai du gel douche? Grave, je vais me laver. Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, petite question les filles, où sont passés les enfants? Alors là, c'est la question du jour. Where are the children? Where are the kids? Where are the kids? Et si je vous disais que les espaces no kids, donc ce qu'on traduit en anglais, les lieux interdits aux enfants, sont de plus en plus fréquents. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai déjà été invitée à un mariage, et c'était très récemment, où les enfants étaient interdits. Et c'était marqué sur le message, les enfants sont interdits. Je ne mens pas. En vrai, genre je peux comprendre l'idée de vouloir que les parents ils puissent profiter pleinement de la fête, etc. Ouais. Mais moi je le ferai jamais. Je me vois pas dire à mes tantes ou à mes cousines, je veux pas de vos enfants parce que même moi je veux qu'ils soient là. Et moi je trouve que quand t'exclus les enfants, t'exclus grave les mères. Bah ouais. En fait, il y en a plein qui vont ok, je viens pas alors qui vont dire dans le cas où elles n'arrivent pas à les faire garder en tout cas, tu vois, mais il y a plein de gens il y a des gens qui osent pas déjà laisser leurs enfants à d'autres gens. C'est vrai. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça exclut trop mais attendez, vous avez déjà été dans un mariage ou une fête où genre les gamins ils rendent fous? Ouais, mais c'est pas les miens. Moi, j'ai jamais été à un mariage. Invitez-moi. Écoute, si on se marie, on t'appelle. Si on se marie, on t'appelle. Mais après, moi, je suis grave habituée aux enfants qui courent et aux trucs. Enfin, j'ai une grande famille, il y a beaucoup d'enfants dans ma famille. Moi, j'étais à un mariage, c'était il y a 2 ans. Et en fait, les gamins, ils ont foutu en l'air, pour rester poli, le matériel qui avait été loué dans la salle et ça coûtait super cher. Et franchement, les mariés, c'était vraiment au bout de leur vie. Mais après, ça, c'est extrême. Mais non, les enfants, en plus, vous savez, dans les fêtes et tout, ils sont hyper excités, ils courent de partout. Oui, comme les adultes, certains. Moi, j'ai déjà été à des fêtes où les adultes, faut les ramasser à la petite cuillère. Ouais, ça, c'est l'alcool. Ça, c'est l'alcool. Non, je sais pas. C'est le sucre, peut-être, comme les enfants, mais. En tout cas, moi, j'ai reçu ça et en vrai, je vous jure que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est étonnant, mais je peux comprendre. Non, j'ai pas kiffé. De toute façon, j'ai pas d'enfant, donc j'étais pas concernée. Ouais, mais toi, tu regardes dans les espaces ton mariage. Non, par contre, je prendrais une nounou. Genre en mode, gérez vos gosses, je ferai un espace vraiment pour eux, tu vois. Moi, je trouve ça trop cool. Ouais, ça c'est cool. Mais par contre, faut qu'ils soient vraiment très bien surveillés. Parce que, tu vois, à ce moment-là, les parents, ils sont vraiment dans la fête, etc., etc. Et puis, j'ai pas envie de leur créer du souci dans la tête, tu vois. Ouais. Je prendrais peut-être plusieurs nounous, voilà. Mais en tout cas... Elle a des chèques à donner. Moi, si tu cherches des nounous pour ton mariage, je suis là. Mais non, toi, tu seras là pour danser. Okay. En tout cas, aujourd'hui, que ce soit dans les voyages, dans les transports, les restaurants et même, du coup, dans les fêtes de famille, l'exclusion des moins de 15 ans, c'est de plus en plus courant. En France, bien sûr, c'est considéré comme illégal, puisqu'en fait, c'est un peu de la discrimination. Mais même, c'est une dinguerie, moi. Genre, t'as 14 ans, t'es nuisible. Puis tu peux pas aller au resto.
Excuse-moi, même t'as 15 ans dans 3 mois, c'est mort ma belle, tu n'as pas 15 ans. En tout cas, sachez un truc les filles, en Belgique, c'est autorisé et d'ailleurs il existe des restos qui sont interdits aux enfants. On va tout de suite écouter le témoignage de la clientèle qui... dans un reportage sur TF1. Déjà, quand je déjeune avec mes petits-enfants, ils ne tiennent pas en place, ils bougent, ça me déplaît, je préfère manger dans le calme. Ça, je vous le dis tout de suite. On préfère ne pas avoir d'enfants, en fait. Même en ayant des enfants, effectivement. Et cette tendance, c'est trop bizarre comme move. Et ça aime pas la vie. Ouais. Tout ce qui bouge. Non. La mamie là qui veut manger tranquille, bah qu'elle mange chez elle. C'est les petits enfants, je pense pas qu'ils habitent chez elle. Elle a voulu partir manger avec le papy. Elle a dit y a pas de gosse, très bien, on va dans ce restaurant. Et ce restaurant-là, il est toujours full. Les filles, je vous jure que c'est réel. C'est la même chose en Corée du Sud où l'Institut de recherche de Jeju a recensé 542 espaces No Kids. Et il y a carrément une carte créée par les internautes sur Google. Oui, ils ont recensé 459 espaces où il y a pas d'enfants, où les enfants du moins sont interdits. Du coup, c'est un phénomène qui inquiète quand même, puisque c'est un pays où la démographie, elle décline, et surtout où les zones. Pourquoi ils les aiment pas. Exactement, et c'est vrai. Et en plus, c'est des zones qui concernent de plus en plus de catégories de la population. Alors bon, je reviens quand même en France, puisque le 24 janvier dernier, il y a une autrice qui s'appelle Mazarine Pinjot qui a sorti le livre Vivre sans, une philosophie du manque. Et dans ce livre, en fait, Mazarine Pinjot évoque la notion du. En fait, elle évoque la notion marketing du sans, donc en gros de l'absence. Elle dénonce aussi cette tendance où ça devient un argument commercial. Et justement, moi, ça me rappelle les arguments de la restauratrice en Belgique, du restaurant qu'on vient d'écouter. Et elle avançait des arguments financiers. Selon elle, en fait, un menu enfant, ça rapporte 2 fois moins qu'un couvert adulte. Et le silence et la tranquillité qui sont causés par les absences d'enfants, et ça aurait permis de doubler le chiffre d'affaires. Et tout ça malgré les polémiques que ça a engendré. Cet été, un couple qui a été refusé, un couple avec des enfants. Mais en fait, la presse nous a fait du bien pour la terrasse parce qu'après, on a doublé le chiffre d'affaires. Elle est trop fière. J'ai discriminé des gens. Ouais, mais après, je me suis fait de la thune à voilà, c'est ça. Bon, alors, j'ai encore une autre question là, on doit être honnête. Qui n'a jamais été ennuyé dans un voyage par les pleurs d'enfants ? En vrai, oui. Ça nous a oui, ça nous est mais tous après, arrivé. tu veux faire quoi ? Rien. Et c'est horrible parce qu'en plus, on les regarde parents, mal et ils du sont coup, on trop regarde mal mal à les l'aise. parents. Exactement. Et vous savez qu'il y a pire, il y a même des gens qui ont pris l'habitude de les filmer, alors que c'est illégal. Et justement, sur YouTube, vous n'avez qu'à taper enfant qui pleure dans le train, enfant qui pleure dans le métro, enfant qui pleure, je sais pas, dans la rue. Et croyez-moi, vous allez trouver plein de vidéos. Ça et justement, on a tendance à l'oublier parce qu'à ce moment-là, on critique. En fait, on est saoulé des gosses, mais on a aussi tendance à oublier que ce genre de situation, ça crée la solitude du parent parce que ils sont face à l'intolérance des voyageurs et parfois ils se retrouvent filmés à leur insu. Ouais. Mais moi j'ai une anecdote sur ça. Donc avant j'avais une ancienne voisine qui venait d'avoir un bébé, donc le bébé il faisait pas ses nuits, il pleurait de ouf la nuit et tout. Et il y avait eu des plaintes genre d'autres voisins qui écrivaient des mots dans le hall en mode calmez votre bébé la nuit. Et moi je me disais mais vous voulez qu'elle fasse quoi ? Mais grave. Genre son enfant il dort pas. Tu penses qu'elle est super contente de se lever toute la nuit, de vivre dans les pleurs. Déjà elle doit être trop stressée parce qu'elle doit pas trop le comprendre. Bah oui. Et c'était son premier ? Je sais pas, enfin je la connais pas, tu vois. C'est mais que ça soit difficile. ton premier ou ton 10e enfant, je pense que t'es la première personne à être mal quand ton enfant il crie et qu'il se sent pas bien. T'es la première personne à être au bout de ta life, c'est clair. Et en plus, et là je me disais mais vous voulez qu'elle fasse quoi ? Enfin elle va pas étouffer son bébé, vous voulez qu'elle lui mette la main sur la bouche, je comprends pas. Mais je trouve ça tellement méchant en fait, carrément d'aller la dénoncer ou je sais pas. Enfin c'est un truc de fou, tu vois. Et carrément du coup là pour les transports, en tout cas dans les lieux publics, les gens ils se mettent à les filmer et il y a des comptes sur internet, sur Google, sur YouTube je crois, ou sur vraiment en tout cas où vous pouvez trouver des vidéos et ces comptes là ça s'appelle les passenger shaming. En gros c'est des comptes qui dénoncent les incivilités d'enfants, notamment dans les avions. Là c'est vraiment dans les transports et ils affichent publiquement les parents qui sont filmés à leur insu et ça peut donner des vidéos comme ça par exemple. Et je précise qu'on voit la tête de la personne qui filme là, qui est vraiment au bout de sa vie. Et on voit la maman, bien sûr. La maman là, elle est en train d'essayer de calmer sa fille, mais rien n'y fait. C'est sans intérêt. Et c'est d'une intolérance que j'ai rarement vue. Moi, ça me choque très méchant. Je trouve ça très méchant. Et non, je sais pas. Mais moi, franchement, je suis désolée. Là, je vous préviens. Mais si demain, je suis dans le train avec mon bébé et qu'il pleure. On va s'embrouiller. Non, mais venez me voir en me disant qu'il pleure trop. Déjà, je vais être au comble de mon stress. un bébé, sachant qu'il y a certains parents qui ne veulent même pas afficher leurs enfants. Merci, mais c'est totalement illégal, tu vois. Et après, bien souvent, l'éducation des enfants, elle est remise en cause. Et ça va créer une intolérance, mais sans complexe. Et du coup, on a déjà entendu des phrases. Moi, je leur en aurais collé une. Franchement, ils méritent une bonne fessée. De claquer au lit. De claquer au lit. Mais tu les entends dans les transports, ils sont là.
Ouais. Oh, tu vois, alors qu'en vrai, il y a des parents qui sont contre la fessée, il y a des parents qui sont contre et qui préfèrent pratiquer ce qu'on appelle l'éducation positive. Et avec cette méthode, fini les cris, fini les conflits quand l'enfant refuse de manger son poisson, par exemple. Et tu veux pleurer, c'est pas grave. Tu le manges. Est-ce que tu as bien entendu? Tu arrêtes de pleurer immédiatement, là. Avec l'éducation positive, ça c'est terminé puisqu'on discute. Maintenant, c'est vrai qu'on assume vraiment de plus tolérer les enfants. Ça devient normal et on remet beaucoup en cause justement cette éducation positive. Alors Flo, tu vas nous en parler, tu vas nous dire c'est quoi le problème avec cette méthode. Est-ce que le problème c'est les enfants ou c'est l'éducation? Non mais pas tant justement. Faut réarmer démographiquement la France alors qu'on peut plus blairer les kids. Selon un sondage BVA, 3/4 des Français estiment que les enfants sont moins bien élevés qu'à leur époque, le fameux c'était mieux avant. Et 85% estiment que les parents ne sont pas assez sévères. Mais attention, ce pourcentage dépasse les 90% pour les gens qui habitent en zone rurale et ceux de droite. Ok. Bon, c'est assez paradoxal quand on se dit que ce sont ces mêmes parents qui finalement ont élevé cette jeunesse rebelle. Et à côté de ça, j'imagine aussi que tout ce beau monde est d'accord pour dire qu'on regrette pas du tout la brutalité éducative des siècles passés, comme avec la fessée justement. Mais en tout cas, être un sale gosse, pour eux, c'est évidemment la faute des parents. Ils sont supposés s'occuper de leur enfant et en plus s'assurer qu'il ne soit pas une nuisance pour les autres, le tout en faisant preuve d'autorité, mais surtout de bienveillance, parce qu'en ce moment, on ne jure que par un modèle, tu l'as dit, l'éducation positive. Mais ça, c'est super clivant par contre. Ouais, et ambigu, c'est être à l'écoute, mais poser des limites, c'est dire non, mais pas trop fort. Bref, pour comprendre le truc, il faut revenir à ses origines. Donc, grosso merdo, c'est basé sur l'approche de 2 psychiatres autrichiens. Quand tu dis grosso merdo, mais arrête, moi j'adore cette expression, c'est super mimi. Grosso merdo. Les 2 petits psychiatres, ils s'appellent Alfred Adler et Rudolf Dreikurs. Le principe, c'est qu'ils ont mis en avant, du coup, tout simplement le fait que tout individu mérite du respect et de la dignité, la base, et que ça passe par un besoin d'encouragement. C'est une idée qui a résonné dans les États-Unis des années 80, puis qui a eu écho en France vers 2010, et dans les pays nordiques, c'est vraiment la base en ce moment. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'en fait, les expériences vécues par l'enfant auront des répercussions sur lui adulte, donc faut se montrer bienveillant pour qu'il se sente capable. Ok, c'est bien beau, mais comment? Alors, dans la théorie, la clé, c'est la communication. Donc, on se focus sur les choses à améliorer et pas sur l'aspect négatif, en mode « tu peux faire mieux » plutôt que « c'est mauvais ». D'accord. Donc, on met à la poubelle les notes et les punitions, et c'est censé permettre d'éviter les violences, et même celles ordinaires, comme le fait de hurler sur un enfant. Donc, en principe, un adulte accompagne, mais ne dirige pas un enfant. Et à titre d'exemple, si on s'imagine qu'un enfant pleure fort, tu vois, donc on a cité cet exemple tout à l'heure en plus, on le laisse s'exprimer en validant ses émotions sans les minimiser, et on va préférer lui dire « je sais que tu es triste, est-ce que tu veux un câlin ?» plutôt que « arrête de pleurer ». Est-ce que ça vous paraît juste, du coup? Bah oui, après, jusqu'à quel niveau? Enfin, si l'enfant il pleure pendant 5 heures, à un moment donné, tu veux un câlin, oh c'est bon là. Tu vois, à un moment donné, je peux comprendre que ça rend ouf, tu vois. Ouais, après moi je comprends le truc des encouragements, de pas dire que c'est mauvais, qu'on peut faire mieux, et d'être bienveillant avec son enfant, ce qui est censé être normal, tu vois. Clairement. Mais la bienveillance, c'est bienveillant, je trouve. Voilà. Voilà. Mais je trouve que des fois c'est un peu extrême. Ouais. Dans le sens où tu vois, tu vas apprendre à ton enfant à toujours écouter ce qu'il ressent, machin, sauf que la vie c'est pas toujours ça. Exactement. Et on n'écoute pas, enfin on va pas selon comment toi tu vas, et le monde il tourne pas comme ça aussi. Exactement. Donc si on s'écoute tous, est-ce que à la fin, si on grandit en s'écoutant que soi à chaque fois, et en étant persuadé que les autres ils vont écouter notre ressenti à chaque fois, est-ce qu'on va réussir à vivre tous ensemble? Mais tu sais que moi, pour la petite anecdote, désolée maman, mais moi j'ai des souvenirs de quand j'étais petite où ma mère elle me disait quand je pleurais trop fort et tout, tiens un seau pour le remplir avec mes larmes. Mais ça c'est très bien. En vrai, oui, c'est un peu violent, ça va te saouler de pleurer. Mais là tu vois, tout va bien, et à mes yeux je pense que l'apprentissage ça passe aussi par justement, tu le disais, la diversité des réactions. Et j'avoue, je suis peut-être toxique du coup, de toute façon je suis même pas maman, tu vois, mais moi j'ai un gros souci avec la bienveillance artificielle, et il y a des situations qui nous mettent à bout, et en fait on réagit à chaud, c'est pas optimal, mais c'est ça aussi la vie, et à mon sens vaut mieux faire ça que faire semblant. Et du coup être là en colère et être là tu veux un câlin, alors que en toi t'as la main super serrée, et derrière il y a aucun mal à s'excuser si on allait trop loin. Et même je trouve que ça fait culpabiliser de ouf les parents pour exactement des trucs. Justement ça peut arriver de se laisser déborder par ses émotions. Et justement, ça devient une injonction à la perfection, où justement on culpabilise encore les parents qui, avant d'être des parents, ce sont des personnes.
c'est des adultes. Et bref, quoi qu'il en soit, il existe carrément des ateliers qui proposent du coup aux parents un mode d'emploi. Et dedans, on y fait notamment des jeux de rôle. Je vous balance un extrait, ça vient de France 5. Est-ce que tu veux bien jouer ton propre rôle et Anne jouerait le rôle de Jonah? Jonah, est-ce que tu as des devoirs aujourd'hui? Oui, j'ai des devoirs. Tu veux commencer à les faire? Pas vraiment, non. Non, t'as pas envie maintenant? Non, j'ai pas vraiment envie. Ok. Qu'est-ce que tu comptes faire là pendant la Là, j'avais fin de la commencé journée un jeu, là j'aimerais bien le finir, et puis après je voulais encore faire un dessin. D'accord. Les devoirs, faudrait peut-être que tu les fasses, mais il y a un ordre. Est-ce que t'as un ordre? Après quoi? Après les jeux. Après tous les jeux? Oui. Merci. Mais attends, du coup là c'est des parents qui imitent leurs enfants. Là c'est des parents qui se mettent à la place des enfants pour du coup adapter leur comportement et donc ça donne des petits jeux de rôle où c'était que des adultes. Et du coup pour Julie Renaud-Millet, coach en développement personnel, c'est un bon exercice et elle explique pourquoi. Et l'objectif des 7 ateliers, c'est de repartir avec une boîte à outils utilisable pour toutes les difficultés du quotidien, le sommeil, les repas, les devoirs, les écrans, et qu'à chaque défi du quotidien, on puisse se dire, bon, qu'est-ce que je fais, quel est le besoin de mon enfant? Et après, moi, je trouve que ça dépend quand même de comment réagissent tes enfants. Enfin, déjà, ouais. En plus, je trouve que c'est un peu aléatoire. Genre, on va te donner une boîte à outils avec peut-être rien de ce qui correspond à ton enfant déjà de une, et de deux, Jonah, je suis désolée, mais plus tard il va avoir des règles, donc il pourra pas dire je joue à tous mes jeux et après je fais ça. C'est ça. En tout cas, ça pour tous ceux qui sont anti-éducation bienveillante, ça ils les considèrent comme des idéalistes irresponsables en fait. Après, je précise que elle a quand même dit que c'était pas une baguette magique. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'on entend aussi souvent qu'ils sont laxistes, et d'ailleurs ceux qui disent ça se font taxer de réac autoritaire parce qu'ils prônent le fait d'apprendre la frustration à un enfant. C'est vraiment deux camps. Pourquoi il n'y a pas de juste milieu? Et en plus, tu vois, pour se défendre, ils évoquent la science. Par exemple, certains utilisent le time out. Du coup, c'est un terme sympa pour décrire le fait de mettre un enfant au coin, tout simplement, pour qu'il se calme. Et ils vantent le fait qu'il y a des experts et des organismes qui le plébiscitent, comme la méthode Barclay ou encore l'Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Mais attends, mais tu vois, la science, c'est aussi un argument du camp inverse. Non, mais ça en devient caricatural, la science par-ci, la science par-là. Ouais. En tout cas, la seule chose à retenir, c'est que la science ne permet pas d'avoir des recettes de parentalité, et finalement, chacun fait de son mieux. En choisissant des règles qui paraissent appropriées ou pas, elles seront pas parfaites, à l'image des parents, mais aussi des enfants. Et maintenant, le véritable enjeu, c'est d'être bienveillant avec les enfants des autres, pour moi, en se disant que c'est pas la fin du monde si un gosse gigote sur sa chaise au resto, et arrêter de croire que les enfants sont de pire en pire, alors que c'est les adultes qui sont de moins en moins tolérants, finalement. Et puis, au fond, c'est de l'envie. Oscar Wilde disait « Cette génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. » Voilà, c'est ça. C'est beau. Flo, la poète. Mais c'est vrai, en tout cas, t'as raison, hein, chacun fait de son mieux, ça c'est clair. Être parent, ça s'apprend. Et tous les enfants ont besoin de passer par des phases, je pense, tu vois. Et on remarque aussi... Même, est-ce que, et en plus, tu vois, ces adultes-là qui sont intolérants, genre, eux, ils ont pas été enfants, ils ont pas pleuré. C'est ce que j'allais dire, on a tous fait des crises dans des magasins, été malade dans le train, ou des trucs comme ça. C'est clair. Et ce qu'on remarque souvent, en fait, c'est que culpabiliser les parents, souvent, c'est culpabiliser les mères. Et d'ailleurs, la culpabilité, c'est vraiment le dénominateur commun à plein de mamans parce qu'elles ont l'impression de jamais en faire assez, que c'est jamais assez bien. Enfin, moi, je trouve qu'elles ont vraiment tendance à se considérer comme les uniques responsables du développement de leur enfant, et c'est dommage, en fait. Mais dès la grossesse. La grossesse, tu vois, elles peuvent aussi avoir tendance à entretenir des exigences avec elles-mêmes, et du coup, ça les fait sentir comme des mauvaises mères. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est dommage et qu'il faut pas se mettre une pression, tu vois. Tu sais que moi, j'entends des femmes, genre, de mon âge qui ne projettent même pas d'avoir un enfant et qui pensent déjà qu'elles seraient des mauvaises mères. Et je trouve ça fou. Il y a plein de trucs comme ça. Ou même, moi j'ai plein de mamans dans mon entourage, mes grandes cousines, etc. Et voir, elles peuvent culpabiliser pour un truc qui s'est passé au début de la journée, genre un truc où elles se disent mais là par exemple j'ai été trop méchante. C'est de ma faute. Et elles y repensent le soir à 22h. Je dis mais ton enfant il a oublié. C'était une seconde de sa vie. Et elle se dit non mais j'ai pas été assez patiente. Et je me dis c'est fou en fait, on cherche tellement à ce que tu sois parfaite et on te dit tellement que
tout ce que ton enfant va devenir dépend de toi et de ton attitude pendant qu'il est enfant. Et je trouve le truc trop marrant aussi, c'est de se dire on fera tout l'inverse de nos parents et après on fait tout pareil. Exactement. Mais on reproduit souvent les schémas. Et on vous parle de notre rapport avec les enfants et l'éducation. Alors non, on ne s'improvise pas super nanny, mais je vous l'ai expliqué un peu plus tôt que dans le monde, de plus en plus d'espaces interdits aux enfants voient le jour. Les gens semblent être agacés de leur présence et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'un restaurant en Belgique qui assume publiquement être interdit aux moins de 18 ans. Normal. Et je vous ai dit aussi que ce restaurant avait été victime d'une grosse polémique puisque pas mal de gens considèrent que le principe est injuste. Sur le principe, je suis pas d'accord. Les enfants ont tout à fait le droit d'être dans les restaurants et en général, ils se tiennent bien. Faut pas abuser non plus au-delà d'interdire les enfants d'aller dans le restaurant, mais juste mettre à la rigueur une consigne en disant voilà aux parents, s'il vous plaît, tenez vos enfants quoi. Alors on le sait, dans la société, c'est pas toujours bien perçu de pas vouloir se marier, de pas vouloir fonder de famille ou encore de refuser catégoriquement d'avoir des enfants. C'est tabou et on remarque aussi autre chose, ne pas aimer les enfants, c'est être le méchant de l'histoire, n'est-ce pas Leïla? Franchement, un peu. En fait, dans la société, on commence un peu à accepter, difficilement mais sûrement, que certains décident de pas faire d'enfants, mais s'il y a bien un truc qui passe pas et qui passera pas avant longtemps, je pense, c'est d'entendre « je déteste les enfants ». Donc est-ce que vous détestez entre guillemets les enfants? Pas du tout, j'aime trop les gosses. Et toi? Je suis grave leur pote. Moi, il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas les enfants, c'est j'aime certains enfants pour leur personnalité et d'autres, c'est juste des enfants chiants, pas sympas, tu vois. Comme, je sais pas, moi j'ai un chat, tout le monde me dit t'aimes les chats. Non, j'aime les chats cool. Tout le monde est singulier. Exactement. Moi, je suis plutôt de la team des gens qui sont un peu gaga de tous les bébés que je croise et tout. Je suis en mode est-ce que je peux toucher votre bébé? Ça me tue parce que tous les bébés sont pas mignons. Franchement, moi, à chaque fois, je suis grave attendrie par les petits bébés. Mais c'est aussi parce que j'en ai beaucoup dans mon entourage. Et même, j'ai trop hâte, par exemple, que mon frère ait un enfant, que mes copines, elles en aient. Je pense que je vais être une tata de ouf. Et en fait, je pense pas que ça soit vraiment de la haine contre les enfants comme ce que tu disais tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont mal à l'aise ou qui ont un peu peur des enfants parce que c'est moins facile de communiquer avec eux et c'est plus complexe qu'avec un adulte par exemple. Et il y a un truc humain qui fait qu'on aime moins les enfants qu'on connaît pas parce que on est moins à même de comprendre leurs réactions ou surtout on leur trouve des excuses quoi. Mais en soi, faut arrêter, faut se détendre, ne pas être gaga des enfants, fait pas de quelqu'un une mauvaise personne. On a le droit de pas s'extasier devant un bébé qui bave, qui fait ses premiers pas ou de pas avoir envie de jouer avec un enfant quoi. Ouais, c'est vrai. Et dans l'imaginaire collectif, ne pas les aimer, ça vient aussi avec le fait de pas vouloir d'enfants. Et du coup, ça pose doublement problème aujourd'hui. Ouais, on peut aimer les enfants déjà de une et ne pas en vouloir. On peut aimer ses enfants et avoir du mal à supporter ceux des autres. Bref, il y a 1000 combinaisons possibles. Mais j'ai vraiment l'impression que le fait de pas vouloir d'enfants, c'est un des derniers tabous qui concerne le corps et la famille, surtout pour une femme. Donc on n'oublie pas qu'après des années de lutte pour avoir le droit de voter, pour avoir un compte en banque, pour avoir accès à la contraception ou encore avorter, on dispose de notre corps et de notre vie comme on l'entend et qu'on peut changer d'avis ou non. Dans tous les cas, c'est ok parce qu'avoir un enfant, c'est pas un devoir et je trouve qu'il vaut mieux assumer de pas vouloir d'enfants plutôt que avoir des enfants qu'on n'arrive pas à assumer. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que la parentalité, c'est souvent présenté comme une contrainte. Alors je pense que ça amène de plus en plus de gens à se demander s'ils en veulent ou pas, s'ils veulent des enfants. Il y a des années, en fait, faire des enfants, c'était la suite logique pour un couple. Donc on se posait vraiment pas de questions. Pour plein de gens, on faisait ça parce qu'il fallait le faire pour être complet ou pour être une famille. Si on est deux, faut bien qu'à un moment on soit trois, Mais la parole, elle s'est libérée. On a commencé à entendre des femmes parler du regret d'être mère, que si c'était à refaire, elles l'auraient sûrement pas fait. Et la parole, elle s'est libérée sur la dureté du rôle de parent et toutes les responsabilités et l'oubli de soi et les changements dans le couple que ça implique et de la pression surtout qu'on met sur nos épaules. Et voilà quoi. Et du coup, est-ce que vous pensez quoi du fait que la parole, elle se libère sur les moins de la parentalité? Et moi, je trouve ça bien parce que on entend beaucoup, je trouve, dire quand on n'en veut pas, mais tu sais pas ce que ça fait d'en avoir et du coup, tu vas avoir un gros choc, etc. Et je pense que du coup, apprendre les moins et de voir qu'en fait, il y a des gens qui en voulaient pas et qui, une fois que c'est là, sont pas forcément trop contents. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien de dire la vérité en fait. À un moment donné, il faut arrêter d'idéaliser les choses. Tu vois, toi, t'en penses quoi? Ouais, moi, pareil. Je pense que ça
a pu permettre déjà à plein de parents de se sentir moins seuls et de se rendre compte que c'était pas tout beau, tout rose partout et qu'il y avait plein de plus sûrement et aussi plein de moins. Et je trouve que c'est bien aussi de dire que c'est pas aussi instinctif que ça peut l'être dans les films, les livres ou les chansons. Mais justement, tu vois, en parlant de ces gens-là qui parlent sur Internet ou en tout cas qui démocratisent le fait de pas en vouloir, il existe une trend qui s'appelle Child Free. Et en gros, c'est des femmes qui par choix ne veulent pas d'enfants et elles en parlent ouvertement sur Internet et elles vantent le mérite de pouvoir faire des grasses mat ou encore de voyager à leur convenance. Je n'ai pas envie de consacrer ni sacrifier certaines parties de ma vie et des projets que j'ai pour un enfant. C'est un fardeau épouvantable en fait, avoir des enfants. D'ailleurs, il y a 30% des femmes en France qui en veulent pas. Et la preuve, on l'avait dit dans une émission récemment, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en France. On a parlé de ça et c'est vrai que aujourd'hui, c'est normal. Enfin, en tout cas, ça se normalise, en tout cas de pas en vouloir. Je sais pas ce que vous pensez de cette trend, mais moi je pense que rien n'est figé parce que c'est vrai que quand on devient parent, on se rend compte finalement que c'est une dose d'amour qu'on n'avait jamais eu avant, etc., etc. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais pour autant, c'est ok de ne pas en vouloir. On est d'accord ? Alors là, on entame cette deuxième heure avec une révélation percutante concernant l'affaire MeToo Garçon qui a secoué X, l'ancien Twitter, je suis obligée de le dire, et les médias suite aux révélations le 22 février dernier de l'acteur Aurélien Vic. Alors déjà, il faut savoir qu'Aurélien Vic, il a eu le courage de raconter ce qu'il a vécu suite aux révélations de l'actrice Judith Godrèche. Elle a raconté dans Le Monde sa relation sous emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot qui a débuté quand elle avait seulement 14 ans. Ensuite, elle a parlé des abus qu'elle a subis de la part du cinéaste Jacques Doyon qui, lui, conteste les faits, bien sûr. Alors, j'en reviens au comédien Aurélien Vic parce que lui, il a annoncé avoir été victime de violences sexuelles dans le cadre de son travail dans le monde du cinéma quand il était enfant. Il a expliqué que ces abus ont été causés de la part de son agent et aussi de membres de son entourage de ses 11 à ses 15 ans. Il a porté plainte quand il avait 16 ans et il a réussi à envoyer le coupable en prison. Alors, à la suite de ces révélations, il a lancé le hashtag MeTooGarçon sur les réseaux sociaux et depuis, des centaines de témoignages ont suivi, même hors de la sphère du cinéma. Et concernant ce milieu, il y a aussi l'acteur Francis Renaud qui s'est exprimé. Il a dénoncé l'omerta qui règne dans le cinéma français et dans cette interview donnée à l'Obs, il raconte son histoire avec un directeur de casting très connu. Et tout de suite, il va me faire du genou. Je vais me retrouver tétanisé, je peux plus bouger, je vais sentir son genou, sa cuisse pendant 1h30 tout le long du spectacle, sa main qui va se balader et qui va finir par toucher mon sexe. Il me dit bon, je te raccompagne. Et dans sa voiture, il se rapproche un peu, il y a un petit contact et tout, il me regarde, il me dit le droit de cuissage, ça existe. Pour réussir, faut coucher. D'autres personnalités ont aussi témoigné. C'est le cas du député de la France Insoumise de Loire-Atlantique, Andy Kerbrat. Il a raconté samedi 24 février dernier avoir été abusé à l'âge de 3 ans par un prédateur qui est mort depuis. L'élu a expliqué que sa mère en fait, avait vécu sous l'emprise d'un homme, un prédateur qui prenait de l'héroïne. Quand j'ai eu 3 ans, ma mère biologique m'a ramené en Belgique en quelque sorte et elle vivait avec un homme. Ils étaient tous les deux héroïnomanes, junkies malheureusement. Et cet homme a considéré que j'étais un objet, sûrement, et a abusé de moi mentalement. Il me faisait des peurs et tout ça. Physiquement, il me frappait et sexuellement. C'est-à-dire qu'il m'utilisait comme un objet sexuel pour son plaisir. C'est à 20 ans, comme tout adolescent ayant subi ce genre de traumatisme, après les avoir enfouis, que ça m'est revenu en pleine gueule. Alors dans ce nouveau mouvement, il n'y a pas que des personnalités publiques ou connues qui ont repris le hashtag MeTooGarçon. Bien au contraire, il y a plein de personnes qui ont témoigné. Ce sont surtout des hommes de la société civile qui se sont appropriés ce hashtag pour témoigner. Et d'ailleurs, selon l'INSEE, sur les 200 000 victimes de violences sexuelles entre 2011 et 2018, 23% étaient des hommes. Alors concernant MeTooGarçon, ce qu'on peut dire, c'est que ce hashtag a permis de lever un tabou, celui des violences sexuelles faites aux hommes. Alors Flo, c'est pas la première fois qu'un hashtag a permis de libérer la parole sur les réseaux. Finalement, est-ce qu'on peut considérer le hashtag comme un outil de ralliement? Hashtag oui. Non mais merci Chris Messina. Du coup, c'est le nom du mec qui a créé le hashtag en 2007 pour permettre d'identifier les messages qui parlent d'un même sujet sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il s'imaginait pas du tout à l'époque que ça allait devenir un outil de ralliement, comme tu le disais, à ce point. Aujourd'hui, il est utilisé 125 millions de fois par jour. Il y en a des nouveaux toutes les semaines et c'est une nouvelle manière de lutter en fait pour capter l'attention, être visible. Il y a
zéro hiérarchie. Du coup, c'est vraiment une invitation à ce que chacun le reprenne et s'en empare pour s'engager individuellement et s'organiser au sein d'un collectif. Et petit à petit, c'est devenu l'outil favori des paroles minoritaires, comme dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, puisque ce sont souvent des paroles bafouées. On en est conscient, la justice échoue souvent à sa mission de protection, certains textes de loi sont flous, les plaintes peuvent être refusées. Bref, il y a vraiment une absence d'aide. Alors si la justice nous ignore, on ignore la justice. Ce sont les mots d'Adèle Haenel. Et justement, le premier séisme sociétal, c'est évidemment le hashtag MeToo. Ah mais il a traversé les frontières géographiques, professionnelles, tout. Pour rappel, il a été lancé en 2017. Cette année-là, des actrices américaines avaient accusé le producteur Harvey Weinstein de viol et l'actrice Alyssa Milano avait encouragé les femmes victimes à témoigner. Ça a marché, il y a eu des milliers de témoignages et ça a tout remis en cause à tel point qu'il a permis d'étendre les violences commises contre les femmes à tous les comportements sexistes. Puis ensuite, il a pris d'autres formes pour libérer d'autres paroles comme celles de victimes d'inceste ou celles d'hommes, comme en ce moment avec MeToo Garçon, dont on aura l'occasion de parler plus en détail tout à l'heure avec toi, Leïla. Et en tout cas, ça se serait jamais passé sans les réseaux sociaux. Et c'est loin d'être le seul. Parmi les plus connus, on a bien sûr Balance ton porc, hashtag Balance ton porc. Cette fois, c'était en France quand la journaliste Sandra Müller accusait son ancien patron. Et c'est pareil aussi avec les dérivés comme hashtag Balance ton rappeur, après les accusations contre le rappeur Moa Lasquale ou encore Roméo Elvis. C'est ça, et on peut en citer aussi d'autres, moins connus, du genre hashtag Uber c'est Uber. Uber c'est over. C'est over. Uber c'est fini quoi. Uber c'est Uber. Uber it's over. Ça se ressemble, c'est peut-être pour ça le jeu de mots. Mais du coup, qui dénonce les agressions sexuelles dans les VTC, il a été relayé par Anna Toumazov qui présente Tunnel tous les jeudis. Et elle a aussi lancé hashtag double peine pour cette fois dénoncer la prise en charge désagréable, voire traumatique des forces de l'ordre. Et finalement, c'est ça l'enjeu, c'est qu'en fait, c'est une manière de faire pression pour les militants dans un monde où seulement 15% des viols donnent lieu à une plainte et un viol sur 10 est condamné. Donc Internet, c'est vraiment un moyen de répondre à ce vide-là. Ouais, après, il faut être optimiste parce que parfois, les hashtags passent du virtuel au réel. Mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé avec le hashtag manspreading. Donc ça, c'est un concept qui met en lumière le fait que les hommes occupent plus que la largeur de leur siège dans les transports. Tout le monde faisait des photos. C'est ça, on les affichait mais à gogo. Du coup, à Madrid, suite à l'emballement du truc, voilà, ils ont fait passer une loi pour interdire aux usagers masculins des transports de s'asseoir en écartant les jambes. Okay. Bon, après, ça reste quand même une pratique qu'on peut critiquer parce que ça contribue aussi à afficher les gens. Oui, le name and shame. Voilà. Sauf qu'ici, premier degré, l'objectif c'est pas de nommer et d'humilier, mais de nommer pour que la personne accusée se retrouve devant la justice et aussi en informer les autres. Les personnes qui font cette critique parlent souvent du fait que oui, les accusations ruinent des carrières. Vraiment, non. Ça reste à voir. Bon. En général, justement, les personnes restent en place et bien en place. Et pour ne citer que, on peut prendre l'exemple de Johnny Depp qui potentiellement va faire son retour dans Pirates des Caraïbes, ou encore l'homme pâle qui, après avoir été accusé, a rempli une salle de concert comme si de rien n'était. On peut citer Polanski aussi, etc. Enfin bref, pour le coup, c'est encore un moyen de culpabiliser les victimes et finalement, c'est souvent elles qui se font boycotter en plus. Est-ce que vous trouvez que c'est chaud de balancer des noms comme ça sur le tribunal Twitter? Grave chaud. Moi, je me dis, quand t'es écouté nulle part, faut bien mettre un coup de pied dans la fourmilière, tu vois. Si c'est... Moi, je suis en mode Adèle Haenel, tu vois. Genre, s'il y a personne qui nous écoute, on est obligé de se faire justice, entre guillemets, nous-mêmes. Et c'est peut-être dur pour certains, mais des fois, il faut. Moi, je dis c'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Parce qu'en gros, ça peut avoir des répercussions sur toi, la victime. C'est dans ce sens-là que je dis c'est chaud, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, si personne nous écoute, des fois, malheureusement, t'as pas le choix, tu dois le dire publiquement, en fait. Et des c'est fois, ça qui va leur donner chaud à eux, en fait. Et des fois, le dire publiquement, c'est aussi genre de la prévention pour toutes les futures potentielles victimes. Et genre, c'est un peu ce qui se passe entre copines, tu vois, quand tu parles avec tes copines. Sauf que là, oui, c'est public, mais il y a un truc de lui m'a fait ça, fais attention à lui. Fais attention à ce mec, tu vois. Et puis, du coup, ça peut être lié à une plus grosse échelle. Exactement. Enfin, moi, c'est une pratique que je comprends grave. Et il faut savoir qu'il y a même des collectifs comme Safer Bluebird qui se sont donnés comme mission de partager des comptes problématiques. Après, l'autre question déontologique, c'est de se dire que ça nuit au principe de présomption d'innocence. Du coup, c'est l'idée que pour la justice, il faut prouver que quelqu'un est en tort et partir du principe qu'elle n'a rien fait. Donc, c'est un peu soutenir les agresseurs. Et les plus réfractaires ont en tête que certaines victimes mentent pour faire tomber des têtes. Après, c'est possible, oui, mais dans les faits, ça reste le cas dans très peu d'affaires au final. Et c'est pareil du côté des plaintes. On estime entre 2 et 8% de fausses accusations de viol, sachant que les chiffres prennent en compte les plaintes retirées. Et on sait que certaines femmes retirent leurs plaintes à cause de pression ou autre. Justement. Donc voilà, les chiffres sont à prendre
comme vous voulez. Avec des petites pincettes, ou des grosses. Ou des grosses. Tout ça pour dire que c'est rare et que d'ailleurs une victime ne gagne rien à part un sentiment de justice. Et au contraire, comme tu dis, ça peut être très douloureux pour elle de s'exposer. En tout cas, la plupart du temps, les victimes sur les réseaux sociaux taisent le nom des harceleurs présumés. Et à mon sens, il n'est pas du tout souhaitable là de légitimer la délation, mais il faut se rendre compte que c'est avant tout une chose très très positive parfois, comme maintenant, où elle permet la prise de conscience. Et totalement. Et justement, aujourd'hui, au-delà des hashtags, le militantisme a pris bien plus de place dans la sphère digitale. Par exemple, justement avec cette nouvelle génération, la génération Z qui utilise beaucoup Internet, on appelle ça le cyber-militantisme. Et en fait, ça désigne toutes les formes de militantisme qui sont pratiquées sur Internet. Ouais. Donc, en fait, c'est une méthode qui va consister à utiliser les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, Internet pour promouvoir des causes sociales. Alors, ça se limite pas, si vous voulez, à signer une pétition ou à partager juste un post. Non. L'activiste digital, ça implique aussi d'éduquer les autres, de sensibiliser pour créer un changement, tu vois. Et souvent, ça a un effet sur les marques et les différentes entreprises. Bien sûr, parce qu'en fait, en utilisant Internet, qui est une grosse arme, la nouvelle génération, elle attend aussi des marques qu'elles jouent un rôle puisqu'elles ont de l'influence. Par exemple, on sait qu'elles peuvent prendre des positions sur des enjeux sociétaux, politiques, et ça avait été le cas justement en 2020 après la mort de George Floyd. Vous vous en souvenez ou pas? Déjà, l'impact que ça a eu un impact incroyable dans le sport. Bien sûr. Il y a plein de fédérations qui ont commencé à en parler. Exactement. Ça, tu vois. Bien sûr, avec la grosse mise en avant du mouvement Black Lives Matter, il y avait eu un débat mondial et justement 80% des marques avaient fait des déclarations publiques sur le sujet du racisme. Ouais. Et toi, Flo, il me semble que tu fais partie d'une association, tu en parles tout le temps, c'est ta association En Avant Toutes. En Avant Toutes. C'est un peu notre bébé maintenant. C'est vrai que c'est un exemple d'activisme digital parce que nous, il y a des campagnes de prévention sur le web, sur Internet. Et il y a aussi un chat qui est 100% digital qui permet à des femmes ou à tout le monde en fait de prendre conscience de ces violences en posant des questions en anonyme du coup sur ce chat et ça fait partie de toutes ces initiatives dont tu parles comme plein de comptes Instagram. Moi je pense à Clit Révolution et il y en a plein en fait qui essayent de donner des clés, des billes et continuer l'activisme sur les réseaux, quoi. Merci Florence, En Avant Toutes. Et d'ailleurs vous faites une petite manif vendredi? Oui, mais après c'est une manif intersectionnelle, avec plein d'autres. Oui, mais c'est important, tu peux en parler, c'est le moment. Alors on vous parle de l'affaire MeToo Garçon qui a été lancée à la suite des révélations de l'acteur Aurélien Vic au sujet de violences sexuelles qu'il a subies dans son enfance dans le milieu du cinéma. Si l'acteur de 43 ans espérait recueillir d'autres témoignages avec le hashtag MeToo Garçon, figurez-vous que son appel a été entendu puisque beaucoup d'hommes ont aussi décidé de prendre la parole et il y a eu plein de témoignages qui ont émergé sur X, l'ancien Twitter. Et si le premier à se lancer a été l'acteur Aurélien Vic le 24 février dernier, c'était aussi au tour de Laurent Boyer, le président de l'association Les Papillons. Alors pour information, Laurent Boyer, c'est un ancien membre de la Ciivise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et en 2017, lui, il a dénoncé les faits subis dans son enfance bien avant le hashtag MeTooGarçon. Il s'est exprimé justement sur X et il a dit, je vais le citer, « Je me sentais bien seul en 2017 quand j'ai publiquement libéré ma parole des viols subis par mon frère quand j'avais 6 ans. Aujourd'hui, la vague MeTooGarçon déferle. Garçons, filles, nous sommes surtout des victimes et plus rien ne sera jamais plus comme avant. Entendez-nous. » Leïla, 20% des appels à la Ciivise sont faits aujourd'hui pour dénoncer les violences sexuelles envers les hommes contre 4% il y a 3 ans. C'est une belle évolution, mais ça reste toujours un tabou. Alors pourquoi les hommes victimes ont du mal à prendre la parole à ce sujet ? Déjà, c'est surtout lié aux stéréotypes de genre et à la masculinité toxique dans laquelle ils sont élevés. Parce que quand il s'agit de femmes victimes, elles se demandent pourquoi elles n'ont pas su dire non, se défendre ou partir en courant. Pour les hommes, c'est aussi des questions, mais elles sont accentuées par les stéréotypes qui disent que l'homme doit être fort, qu'il attaque, qu'il sait se défendre et qu'il ne peut pas être une victime. Et ces stéréotypes et le poids de l'homophobie qui stigmatise les victimes sont les causes qui reviennent le plus quand on demande à des victimes ce qui les a empêchées de prendre la parole. Et Aurélien Vic, par exemple, c'est la première personnalité française à briser le silence, le premier acteur français à briser le silence. Et ça montre qu'il faut universaliser les violences sexuelles pour que la parole elle soit donnée à encore plus de personnes. Et d'ailleurs, en France, il n'y a pas d'associations ou de structures qui leur sont totalement dédiées. Ça, c'est un problème. Oui, et du coup, en fait, ils n'ont pas les ressources qui leur permettent de s'exprimer ou même de comprendre leurs émotions. Et même si dans les faits, les associations qui accompagnent les victimes de pédophilie, d'inceste ou encore de violences sexuelles, elles leur sont ouvertes et elles leur sont ouvertes, je me suis perdue dans mes mots. C'est un fait, elles sont ouvertes. Mais
elle semble s'adresser à des cas spécifiques, donc comme les femmes victimes, les victimes durant leur enfance ou encore les victimes d'inceste. Ouais, ça c'est vrai et c'est dommage parce que les associations qui peuvent normalement être d'un grand soutien pour ces victimes, en fait, normalement à la base elles sont censées être un grand soutien parce que les témoignages sont souvent mal reçus et surtout sur les réseaux sociaux. On peut le voir avec le hashtag #MeTooGarçon. Ouais. Il y a beaucoup de soutien qui vient d'une majorité de femmes, mais il y a beaucoup de messages moqueurs, insultants, masculinistes et homophobes. Et ils remettent en gros en cause la masculinité parce que les victimes n'ont pas su se défendre. Mais ça, c'est une stigmatisation qui est vécue par toutes les victimes, peu importe le genre. Et attends, j'ai aussi l'impression qu'on se moque encore plus des hommes qui sont violés par des femmes. Ouais, mais un viol, c'est un viol, même commis par une femme, c'est pas une chance, entre guillemets, comme j'ai pu le lire sur les réseaux. Il y a vraiment des gens qui disent ça. Ouais, il y a des mecs qui sont, ça va, t'as de la chance, t'as une meuf qui veut absolument coucher avec toi. Alors viol, c'est un viol en fait. Voilà, c'est ce que je disais. Wow. Et en 2018, la France, elle a inclus les cas de fellation forcée, donc de femmes qui forcent des hommes à leur faire des fellations, et les cas d'hommes et de garçons contraints de pénétrer l'auteur du viol à la définition juridique du viol. Donc aujourd'hui, selon le code pénal, un viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et tout acte bucco-génital commis par une personne sur une autre par violence, contrainte, menace ou surprise. Et oui, et on le dit, là on parle des hommes, même si leurs agressions, en tout cas les agressions qui sont commises sont moins, on va dire, fréquentes, enfin moins fréquentes, en tout cas moins dévoilées, elles doivent aussi être très prises au sérieux. Faut pas hésiter à signaler les violences pour dénoncer les bourreaux. Et pour orienter les victimes, il existe une plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes, ça s'appelle la PNAV, la PNAV. Et à travers cette plateforme, les victimes de violences sexistes et sexuelles peuvent dialoguer en ligne avec des policiers ou des gendarmes et qui sont formés justement à la lutte contre toutes les violences sexuelles ou conjugales. Cette plateforme, elle est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour information, ces professionnels, ils recueillent la parole, ils orientent les victimes de façon personnalisée, gratuite et c'est aussi anonyme. Alors, il est également impossible de déclencher des interventions. Donc, n'hésitez pas, il faut parler. Alors, c'est la dernière partie de la pluie et le beau temps et on va vous parler de sport. Et oui, on est des grandes sportives ici, n'est-ce pas les filles? À la salle. Moi, je considère que je marche beaucoup. C'est du sport, en vrai. Voilà. Oui, il y a un truc. C'est mon activité physique régulière. Y a un truc. Moi aussi, quand je vais à ma voiture, je marche. Il y a un truc. Non, il y a un truc. Et on boit beaucoup d'eau. Je compense ça en mangeant bien. Très bien. Sauf à la cantine de. En vrai, j'avais trop envie de le dire, mais je veux pas être une pick-me, mais non. Bon, c'est vrai que. Franchement. À chaque fois que je suis ici, je mange des frites. Tu manges des frites. Mais en dehors. Je mange des légumes. Non mais frites, ketchup, coca. Oui, on est témoins, on sait. En tout cas, nous, on va vous parler de vrais sportifs, de haut niveau, ce qu'on n'est absolument pas vraiment. La semaine dernière, le 29 février, Paul Pogba, donc le célèbre footballeur qui évolue au poste de milieu de terrain de la Juventus de Turin et aussi bien sûr dans l'équipe des Bleus, a été sanctionné par l'organisation nationale antidopage italienne. Ouais, il a été contrôlé positif à la testostérone au cours de l'été 2023. Alors franchement, c'est une sanction super lourde parce qu'en fait, il a écopé de 4 ans de suspension. Il faut savoir que c'est la peine maximale encourue en cas de dopage. Mais du coup, pendant 4 ans, il ne joue pas? Oui, pendant 4 ans, il ne joue pas. Pour ce club-là? Mais tout court. Ah, même en France? Tout court. Et en fait, c'est un peu la fin parce que en vrai, il est en fin de carrière, tu vois. Ouais. Là, il a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision, bien sûr, mais en fait, c'est littéralement la fin parce qu'il va avoir 31 ans le 15 mars. Donc on sait qu'à la trentaine, c'est un peu la fin. Dans quoi. Le foot, et ça s'arrête voilà. Donc 4 ans, c'est un peu mort, quoi. Donc il a fait, on sait qu'en tout cas il a fait appel devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne, mais pour l'instant il peut toujours pas jouer. Donc on verra si ça va évoluer, mais ça pue un peu, on va pas se mentir. Après, si on veut pas être puni, on triche pas. C'est un peu aussi le cas, mais en tout cas, lui dit que c'est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Paul Pogba, c'est pas la première fois que ça arrive. Parmi les 10 plus gros scandales de dopage dans l'histoire du sport, on peut bien évidemment citer celui de Diego Maradona, le célèbre footballeur argentin. Je vais vous raconter cette histoire, c'était en 94. Et il faut savoir déjà qu'à 3 ans avant, il avait été suspendu 15 mois à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne, mais ça lui a pas suffi. En 94, il a attendu au tournant pour la Coupe du Monde qui est organisée aux États-Unis. Donc lui, il va jouer les 2 derniers matchs de sa carrière. C'est comme Pogba, c'est la fin de sa carrière. Il va même mettre un but décisif, un but mythique face à la Grèce, mais ensuite il va être exclu du tournoi après avoir été testé positif à l'éphédrine. C'est un produit de dopage. Personne n'a aussi oublié le scandale de Lance Armstrong, le boss du cyclisme au début des années 2000. Lui, il est entré dans l'histoire parce qu'il a remporté 7 Tours de France consécutifs entre 99 et 2005, mais malheureusement, il a été reconnu coupable de dopage après plusieurs preuves de contrôle positif à l'EPO.
je sais pas si on dit EPO ou EPO, mais en tout cas, c'est du dopage. Et lui aussi, il a été carrément déchu de ses titres. Il a été radié à vie par l'USADA, donc c'est l'agence américaine antidopage. Ça, c'était en août 2012. Et franchement, c'est la honte parce que ce sont des personnalités, en tout cas des sportifs qui ont été vraiment adulés pour leur performance sportive. Pour leurs exploits. Par exemple, le cycliste, Lance Armstrong, c'est des trucs inhumains qu'il a fait. Enfin, tout le monde disait c'est genre son possible, corps, il peut faire des choses de ouf. C'est ça, 7 fois d'affilée, Mais dans le cyclisme, franchement, il y a beaucoup de dopage. Il y a beaucoup de dopage. Mais en tout cas, lui, il a été déchu et on lui a dit next, thank you, next. Et c'est vrai que régulièrement, ces sportifs, ils sont accusés de dopage pour améliorer leur performance. Et là, on sait qu'ils sont conditionnés avec les meilleurs. Forcément, ils sont au niveau. Et on sait surtout qu'ils s'entraînent pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils se dopent? Et surtout, pourquoi le dopage, c'est si grave que ça? Alors déjà, ça intervient dans le sport professionnel et aussi dans le sport amateur. Et en fait, ils se dopent pour augmenter leur capacité physique ou même mentale. Et souvent, ça passe par le détournement de médicaments. Donc, au lieu de les prendre pour se soigner, on les prend pour être plus concentré, moins fatigué, avoir plus de muscles ou plus sentir la douleur. Mais il ne faut pas oublier que d'une, déjà, c'est de la triche et que de deux, c'est dangereux pour la santé parce que même des années après, le dopage, ça peut dérégler le fonctionnement de certains organes ou encore, il y a des gens que ça a tué, tu vois. Ouais, mais carrément. Mais après, c'est vrai que dans le sport, la compétition, elle est partout et les sportifs, ils sont toujours en recherche d'amélioration et ils sont en recherche de records à battre. Déjà, les candidats, ils sont nombreux, ils sont tous entraînés, tous motivés. Par exemple, dans un peloton de cyclistes ou de coureurs de fond, c'est tous des bêtes de concours. Et l'écart entre les uns et les autres, il est très faible. Donc, être bon, ça suffit plus quand tout le monde est bon. Il faut être le meilleur pour être récompensé de ses efforts. Et des fois, ça se joue sur une seule compétition pour le public. Par exemple, pour les biathlètes, le seul moment de briller, c'est pendant les JO. Donc, c'est vraiment le seul moment, c'est tous les 4 ans, Et c'est le seul moment où ils seront vus par un max de personnes parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui suivent le biathlon. Et pour un cycliste, c'est une fois par an au moment du Tour de France, par exemple. Et c'est pour ça qu'on entend plus parler de dopage dans ces sports-là que dans le foot, le rugby ou encore le tennis, qui sont beaucoup plus suivis et dans lesquels les sportifs ils peuvent plus se rattraper en cas de défaite. Oui, et les records, ils sont de plus en plus compliqués à battre. Il y a de plus en plus de pression sur ces sportifs qui rendent justement des comptes sur leur performance. Ouais, déjà, le public, il en veut toujours plus. On est toujours friand de plus de spectacles. Les sponsors et les fédérations aussi qui mettent beaucoup d'argent sur une équipe ou sur un athlète. Et parce que tout est investi sur leur victoire, mais aussi sur leur corps. Bien sûr. Et c'est valable aussi pour un athlète quand il est au top parce que il n'y a plus qu'une seule alternative, c'est soit réussir ou sinon c'est l'échec. Et c'est un peu comme si t'étais à l'école et que pendant un examen, il y avait ton prof, le directeur de l'école et le ministre de l'Éducation nationale qui te surveillaient en te précisant que le bon fonctionnement de l'école, de l'Éducation nationale et même leur bien-être à eux dépend de ta note, quoi. Après, on l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé d'Armstrong, on a l'impression que le dopage, c'est beaucoup plus courant, surtout dans des sports comme le cyclisme ou encore l'haltérophilie. C'est vrai que la défense de ceux qui se font attraper, c'est de se dire que tout le monde le fait et que du coup, si on le fait pas, on n'est pas à égalité, comme s'il y avait une sorte d'équilibre de la triche entre tous les athlètes. Et pourtant, ces contrôles antidopage, ils sont fréquents, très fréquents. Il y a beaucoup d'organismes, dont des contrôles surprises obligatoires pendant les compétitions. Ouais, mais en fait, malheureusement, y en a qui passent à travers les mailles du filet et malgré qu'ils risquent gros, parce que s'ils sont prendre, ils peuvent avoir des avertissements, des amendes, des suspensions comme Pogba ou l'annulation de leurs résultats et de leurs titres comme Armstrong. Mais en fait, les contrôles, ils sont pas assez efficaces parce que les organismes, ils savent qu'il y a de la triche, mais ils savent juste pas où surveiller et quoi surveiller. Ils savent pas si ça vient de la fédération, si ça vient de l'entraîneur ou si ça vient du sportif lui-même. Donc en fait, on dirait que les contrôles, ils sont plus faits pour l'image un peu que ça donne et pour préserver la réputation d'un concours ou d'une compétition. Donc forcément, quand un sportif va voir que l'efficacité du dopage, elle est là, mais que les contrôles ils sont inefficaces, le sportif il sera tenté de se doper. Quoi. Attends, tu vois là, tu parles des contrôles antidopage et tu sais qu'ils sont hyper intrusifs dans la vie des sportifs. J'avais vu ça, ouais. Oh, c'est un truc de fou. Déjà, il y a des règles à respecter et tout ça c'est contrôlé par l'Agence mondiale antidopage, donc la AMA. Et en fait, cette agence, elle les oblige à une traçabilité permanente. Mais quand je te dis permanente, c'est permanente dans le temps et l'espace. Ouais. Il y avait même Nadal qui s'était plaint en se disant mais même ma mère elle sait pas ce que je fais à l'instant T. Ouais, c'est et ça. vous savez tout. Ouais, c'est et ça. En fait, moi je me dis, ok, tout ça,
Mais tout ça pour que ça soit pas super efficace. Tout ça pour. Est-ce que ce serait pas pour l'image au final, tu vois, comme tu viens de le dire. Et c'est vrai qu'ils doivent leur donner tous les détails de leur emploi du temps, notamment pour les 6 mois à venir. Mais allô, genre, alors lundi je suis là, moi mardi je je suis là. sais pas ce que je fais la semaine pro. Enfin, si j'étais sportive, ils seraient débordés en se disant j'ai changé 1000 fois de trajectoire. Les sportifs de haut niveau, ils ont quand même des organisations très précises, tu vois. Donc à la limite, mais bon, juste par principe, genre ils doivent tout détailler, tu vois. Bah ouais. Et justement, si ils ne respectent pas, tu l'as dit, ils ont des sanctions. Ils peuvent, alors, ne serait-ce que dans le milieu du tennis, par exemple, si tu manques 3 contrôles en 18 mois, tu peux être condamné à 2 ans de suspension. Allô, ça choque personne. Les nageurs, eux, ils risquent 6 mois de suspension avec interdiction de participer aux prochains Jeux Olympiques. Non, mais c'est la prison, ça. En vrai, c'est super strict, alors que ça marche pas. Enfin, en plus. Encore si il y avait plus aucun scandale de dopage. Ouais. Mais là. Non, mais c'est en ça. plus, tu prends un jour au hasard, bah tiens, je me suis pas dopée aujourd'hui. C'est ça. Tu vois. En tout cas, tu vois, dans le milieu du foot, parce qu'on parlait de Pogba, le syndicat des footballeurs professionnels avait saisi à l'époque la Commission nationale de l'informatique et des libertés, parce que en fait, pour eux, c'est juste intolérable, voire presque illégal, en fait. Bah après, quand toi, t'es sportif de haut niveau et que t'es prêt à tout pour ça. Mettez-vous à leur place. Imaginez maintenant vous êtes sportif de haut niveau ou en tout cas vous êtes là pour exercer un art que vous êtes, c'est une passion. Mais vous avez cette règle-là à respecter. Vous dites oui ou non? Toi non. Bah moi je pense que t'as pas le choix, t'es dans le truc, c'est pas le choix, c'est des règles qui sont ajoutées. Oui, mais, genre au foot t'as pas le droit d'utiliser les mains, bah tu dois aussi te plier au truc anti-dopage. C'est soit ça, soit tu fais pas ton sport et t'en vis pas et tu retournes à une vie normale. Mais rien ne me donne envie là. Franchement moi je pense que quand t'es dans le truc et que bah, c'est ce que tu fais de ta vie, c'est ce pourquoi tu travailles, c'est ce pourquoi. Tu te rends compte que tous les gens... c'est un sacrifice en soi. Donc oui voilà, c'est un sacrifice. Et ces gens-là tu vois ils poussent leur corps à des extrêmes. Bah, c'est pour être compétitif à un moment. C'est leur métier d'être compétitif. Donc, je pense que t'es obligé de te plier au truc, sinon tu te casses. Sinon, tu te casses et en fait, t'inquiète pas que tu seras remplacé. Vraiment parti. Flo, elle arrête en début de carrière. Ne prenez pas Flo dans votre équipe. Non. Alors, on est revenu sur l'affaire Pogba, non pas celle de ses frères, qui a aussi fait jaser, il y a quoi, l'année dernière, je crois. Ouais, c'était l'année dernière. Non, on est revenu sur la dernière en date au sujet de sa suspension de 4 ans après avoir été testé positif à la testostérone. Alors, je rappelle qu'il va avoir 31 ans le 15 mars prochain. Du coup, il est à la fin de sa carrière. Et même s'il a fait appel, pour l'instant, franchement, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir sur le terrain. Alors, s'il a reçu des messages de soutien, notamment de la part de ses coéquipiers dans le foot, c'est surtout le message de sa femme qu'on a retenu ici. Son épouse Zulay, elle a également répondu au post de son mari sur Instagram avec un message fort et je la cite: « La vérité prévaudra toujours, mon roi. Reste fort comme tu l'as toujours été. » Alors, la réaction de sa femme, comme pour beaucoup de femmes de sportifs dont les maris sont accusés de dopage ou qui sont à l'origine de polémiques, a été celle qu'on connaît, de le soutenir publiquement. Alors du coup, cette réaction publique, elle nous a donné envie de parler des WAGs. Vous savez, c'est les fameuses femmes de footballeurs, celles qui sont des figures cruciales dans l'entourage de leur mari, dans l'entourage des sportifs, mais qui sont souvent méprisées au grand public. N'est-ce pas, Florence? Bah ouais, sexy, vénale, rivale, les WAGs. Non, je plaisante. Je vais pas jouer le jeu de la presse à scandale, elles doivent être épuisées. Ouais. Alors, WAGs, déjà, c'est l'acronyme de Wives and Girlfriends, donc littéralement épouse et petite amie de footballeurs. C'est une expression qui a été popularisée à partir de 2006, à l'origine pour désigner les femmes de joueurs de l'équipe d'Angleterre, et ça s'est étendu, même si en France on l'emploie pas tant que ça. Au mieux on dit femmes de footballeurs, au pire michetonneuses ou encore startuckeuses. Incroyable. Et je vous promets que j'ai lu ça. C'est tellement péjoratif. Ouais. Non mais oui, et c'est complètement dingue, mais il a fallu attendre 4 ans pour que ce terme soit enfin considéré comme sexiste. Toujours plus dingue, mais c'est que malgré ça on l'utilise toujours, et en tout cas elle souffre d'une image super dégradante, soit elle passe pour des footix en talons aiguilles, soit carrément pour les raisons de la division d'une équipe nationale. Mais bon, souvent elles sont dans l'ombre des gradins et elles se limitent pas du tout à être leurs femmes. Et d'ailleurs c'est toujours des femmes d'eux, et c'est grave rare en fait qu'elles soient plus connues que leur mari. Il y en a, mais c'est rare. Grave, mais ouais, il y a quand même plusieurs exceptions comme Shakira, donc c'est avec Piqué, ou Pamela Anderson avec Rami. Mais même quand c'est le cas, tu remarques très vite que les médias ils s'en remettent pas en fait. Par exemple, on a le couple Beckham. Il faut savoir que quand David jouait en 2006, Victoria a été victime des tabloïds. Il faisait les gros titres sur ses sessions shopping coûteuses et il lui donnait une image de supportrice écervelée et femme au foyer, alors que, pardon, mais même si elle n'était pas encore styliste reconnue,
connue. Elle avait tout déchiré avec les Spice Girls. Et le plus lunaire dans cette histoire, c'est qu'il y a eu plusieurs articles à l'époque sur le fait que ce soit à cause d'elle et des autres wags que l'Angleterre ait perdu contre le Portugal. Mais quel rapport? Parce qu'en gros, elles étaient une source de distraction. Donc, d'accord. Okay. Du coup, ils doivent être célibes. Exactement. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. De toute façon, les femmes de footballeurs ont souvent servi de bouc émissaire. En 2010, pour la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, certains réclamaient qu'elles soient bannies des stades. Rien que ça. Rien que ça. Et résultat, ce qui s'est passé, c'est que le petit écran s'est emparé de ce phénomène. Ah bah ouais, la télé-réalité notamment. Et l'enfer, parce que ça a accentué les fantasmes. Elles sont devenues un objet de curiosité, et notamment pour leur plastique. La Russie a même organisé le concours de la wag la plus sexy. Moi, je regardais une télé-réalité quand j'étais petite sur I. C'est quoi? Et c'était genre les wags, mais c'était genre les femmes de... Bah, en gros, wag, c'était étendu à tous les athlètes un peu. Ouais. Et c'était des femmes de footballeurs américains aux États-Unis, de basketteurs et tout. Ça s'appelle les wags. C'est méga cliché, du coup. Bah, en vrai, c'était grave dans le cliché, mais ça montrait aussi grave qu'au final, elle t'a fait, ou juste que c'était des mères au foyer qui s'occupaient de tout, genre d'un sportif. Bon, bah, ça va. Et de kids, qui devaient tout le temps déménager et tout, tu vois. Il y avait celle sur TFX, je crois. Ouais. Ah, ils ont fait une version française. Ça s'appelle Championne, femme de footballeur. Ok. Ouais. Après, moi j'ai l'impression que quoi qu'elles fassent, elles sont catégorisées de femmes qui passent leur vie dans les boutiques de luxe à faire brûler la carte de crédit du chéri pendant qu'elles sont cocu, tu vois. Ouais. Donc, alors que ça représente pas du tout leur réalité. La plupart doivent juste, du coup, dealer, tu vois, avec cette image désastreuse et assumer un rôle loin d'être futile. C'est des membres à part entière de l'entourage d'un sportif, au même titre qu'un coach finalement. D'ailleurs, les coachs mettent vachement la pression pour que les joueurs aient quelqu'un dans leur vie pour s'occuper de tout et assurer une stabilité. Ouais, et très tôt, parce que eux, ils commencent leur carrière très tôt. Exactement. Et certains aiment dire aussi que c'est un vrai métier d'être une wag. Bah ouais, ça passe par mettre sa propre vie professionnelle entre parenthèses, parce qu'il faut suivre leur mari, c'est changer de région régulièrement, pourquoi pas 4 fois en 2 ans, tu vois. Le pays, carrément. Ouais, exactement. Donc avoir une vie sociale compliquée, c'est être souvent seule, parfois seule avec des enfants. Tu t'imagines déménager tous les 6 mois avec des enfants en bas âge, c'est chaud. Puis les rares fois où monsieur est là, c'est faire gaffe à son alimentation, son sommeil, ses sorties et tout le tintouin. En tout cas, on dit souvent que les wags sont rien sans leur mari, mais finalement, moi je pense que eux non plus, ils sont rien sans elles. Tu vois. Sûr. Et il y a Mélanie Dacruz, donc une wag. Une ancienne wag. Oui, une ancienne wag. Mais après, je pense que c'est un titre que tu gardes à vie. Oui, en vrai. Je pense qu'elle est toujours considérée comme une wag. Franchement, ouais. Bah, c'était ex-wag. Ex-wag. Mais en tout cas, qui a été mariée à un footeux. Mais j'ai trouvé plein de choses qui disent une fois que tu l'as été une fois. Tu l'as à vie. Non, mais en mode, c'est quelque chose qui te colle à la peau, tu vois. Bah, elle, justement, elle s'était jamais imaginée avoir ce rôle. Elle a pas attendu à la sortie de l'entraînement ou en entrée de discothèque, comme le voudrait la légende. Et elle expliquait ses sacrifices chez Combini. C'était pas du tout mon genre de caler ma vie en fonction d'un homme, donc déjà c'était mal barré. Je peux comprendre les gens qui ont des stéréotypes sur les femmes de footballeurs parce que moi-même j'en avais. Bah, c'était waouh, les grosses voitures, et t'as des sacs à main. Bah, c'est le premier stéréotype quoi. Mais c'est pas du tout ça. Ça résume peut-être un mois, le mois où qu'ils ont de vacances, en juin si tu veux, les belles vacances et tout ça. Tout le reste de l'année c'est pas ça du tout. Les mises au vert chaque semaine, s'il y a un match par semaine c'est top. S'il y en a 2, bah ton mari s'il est à l'extérieur, bah tu le vois pas. En plus de ça c'est des sacrifices dans tout en fait. Moi, je suis loin de ma famille, par exemple, je vis à l'étranger. C'est un choix, évidemment, mais c'est aussi le sacrifice. Et pour autant, elle estime qu'elle a de la chance comparée à d'autres. Elle avait. C'est vrai qu'à la base, quand je me suis mis avec Anthony, tout le monde parlait fille de télé-réalité, avec footballeur. Non, mais je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'avais envie de faire de base, et je suis avec mon mari. Voilà, ça m'empêche pas. Donc au final, je pense que j'ai plus de chance que des personnes qui ont peut-être des études qui peuvent pas faire ce qu'elles aiment parce que elles doivent faire ce sacrifice-là et être avec leur mari. Et au final, en plus de ça, on leur colle des étiquettes de michto à 2 balles. On leur dit t'es une michto, tu utilises la carte de ton mari. Mais vous ne savez pas de quoi il en ressort, vous ne savez pas le pourquoi du comment. Et je trouve ça triste. Moi aussi, on me l'a collé l'étiquette michto, mais ça me dérange pas. C'est vrai qu'elle en a beaucoup souffert. Enfin, en tout cas, il n'y avait que ça. C'est cool, heureusement qu'elle a un caractère. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a vraiment un changement de paradigme. Ouais, clairement, avec des figures comme Georgina Rodriguez, du coup, épouse de Cristiano Ronaldo, qui, en quelque sorte, a repris le contrôle de sa vie avec le docu Netflix. On peut aussi parler de Sarah Dosevi, notamment. Donc, elle, c'est la femme de Mathieu Dosevi. Et elle a complètement brisé les clichés sur la prétendue rivalité entre les WAGs, puisqu'elle a créé une appli d'entraide pour les WAGs. Elle en parlait dans la matinale. Moi, personnellement, là, avec la communauté que j'ai créée, on est presque 900 femmes maintenant dans l'application. C'est tout l'inverse. Hein. On est comme des sœurs, on est comme une famille, comme une communauté. Oui, c'est vraiment sisterhood. Et avant tout, et c'est vraiment
la solidarité féminine, l'entraide, la bienveillance, c'est les valeurs de We Unite et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est comme si on se connaît depuis des années. Et du coup, We Unite, c'est ça. Alors, à ce jour, on a autour de 900 femmes de joueurs qui sont inscrites. L'idée, c'est que ces femmes-là, elles peuvent directement accéder à des chats différents, les chats mondiaux où il y a les presque 900 femmes dedans, les chats par club. Ça veut dire que par club, bien joué. Ça veut dire que dès que je déménage, par exemple, je signe à Paris, ou je sais pas, ou même à l'étranger, je peux directement rentrer en contact avec les femmes qui sont sur place. Et du coup, c'est vraiment une appli pour se sentir moins seule, être soutenue, comprise et lutter contre cette image de femme d'eux. Et petite digression, mais en fait, c'est trop marrant parce que comme soutien, il y a Blaise Matuidi. Blaise Matuidi Attends, mais je sais pas si vous saviez, mais il est tristement célèbre dans la wagosphère. Blaise Matuidi. Mais c'est mon anecdote préférée de la Saint-Valentin. C'est trop drôle. T'as pas suivi ça sur Twitter? Non, mais l'histoire en gros, c'est que pour la Saint-Valentin, lui, il a fait une déclat à sa femme sur les réseaux sociaux avec une photo d'elle. En fait, c'était un screen d'une recherche Google où il a tapé Matuidi femme. Mais c'est mignon le pauvre. Mais il a pas de photo de sa femme dans son téléphone. Non, mais je pense qu'il voulait la meilleure photo d'elle. Non, après il s'est expliqué pour dire que c'est un nouveau tel. Non, j'avais pas de photo. Et il a oublié de cropper le truc. Mais en tout cas, c'est hilarant qu'elle fasse ça pour plus être une femme d'eux et qu'il y a le mec qui l'a souvent qui a mis Matuidi femme pour trouver sa meuf. Bon, après on lui pardonne. Trop cool qu'il soit sur cette appli. Mais bref, sans transition, est-ce que vous pourriez être une femme de footballeur? Flemme avec un grand F. Flemme. Non. Et toi, Leïla? Moi, je sais pas. En fait, je m'en fous du métier. J'ai un grand sourire et des équipés de Non, mais je sais pas. Juste, moi, ce qui me pose problème, c'est le fait que ta vie, elle dépende du métier de la personne avec qui t'es. C'est ça. Et que... en plus de ça, son corps, c'est son métier. Donc, tout ce que vous faites, c'est en fonction de lui, tout le temps. Et t'as l'impression d'être maman et que tu vois pas ton enfant. Déjà, flemme. Ouais, et d'avoir quelqu'un en charge, parce que c'est un mec qui est jamais là, mais du coup, peut-être que... Mais quand il est là, faut bien s'en occuper. Non, mais tout ce qui est intendance de la vie de couple, genre... Ou de famille. Tout ce que tu dois faire seul, au final, et tout. Et même, je trouve que l'image que tu renvoies... Enfin, moi, j'ai trop galéré à faire mes recherches parce que tu tombes que sur des top 10 de la WAGS, la plus sexy. Et genre il y a que ça où en fait c'est hyper et même ce délire d'être scruté et tout c'est trop de pression au final ton mec tu vas jamais le voir au stade parce que t'as trop peur qu'il y ait une photo de toi. Non mais moi jamais de la vie et en tout cas c'est lunaire parce qu'il y a plein de tutos sur internet qui donnent des conseils pour le devenir. Non mais parce que tu vois ces tutos là ils ont tendance à penser que c'est la belle vie, c'est l'argent tout de suite en fait. Tellement. Non mais après leurs conseils vous allez voir c'est n'importe quoi. Genre en vrac on peut trouver qu'il faut fréquenter les bonnes adresses et y aller avec plusieurs copines pour montrer qu'on n'a pas peur de la concu, mais lesbienne si possible. Mais ça n'a aucun sens. Mais par contre c'est drôle. Mais c'est vraiment pas le pire. Sinon c'est bon ok avoir un passeport à jour. Pourquoi pas. Autrement, être toujours en bombe, j'étais genre trop alors que c'est un coup, ils cherchent des meufs simples. Ouais, et attends, pire encore, il y avait aussi être bonne au lit. What? Oh là là. Ou sinon, ne pas parler boulot et de Zaya. Oh, je suis morte, c'est un prank le truc. Ah mais vraiment, mais genre c'est une ref. Mais je suis sûre que, tu sais, t'as des meufs qui sont là, ok, et qui les lieux. Meilleures adresses. Je suis sûre qu'elles sont en mode top 10 des meilleures adresses. Il y avait vraiment les adresses en plus, ils ont donné des bars à Paris, à Lyon, à machin. Trop la flemme de les citer, mais j'étais genre. Il y avait marqué c'est leur cantine, c'est gna gna gna. Et il y en a pour qui c'est, il y en a peut-être pour qui c'est un objectif de vie. Mais moi je suis sûre qu'il y a des gens qui, il doit y avoir des comptes genre stalk, tu vois en mode. Mais il y a des comptes de WAGS, fans de WAGS. Il y a des comptes pour. Ouais, mais en vrai, vu que maintenant les WAGS c'est un peu des influenceuses aussi, mais ça m'étonne pas trop. Mais moi j'ai vu plein de WAGS aussi faire avoir des témoignages où elles disent qu'en fait elles sont au resto avec leur mari et à côté t'as une meuf qui elle a déjà vu plein de fois parce qu'elle les suit. Donc un peu le truc chelou. Mais c'est horrible, t'es jamais tranquille. En plus tu dois partager ton mari à la terre entière. Mais jamais, c'est bon flemme. En tout cas ce qui est sûr, c'est que parmi ces WAGS, il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et c'est vrai qu'elles ont utilisé entre guillemets la notoriété de leur mari et même leur réseau pour se mettre en lumière. C'est le cas de la femme d'Antoine Griezmann. Elle s'appelle Erika Choperana et elle a sorti sa marque de vêtements pour enfants en 2022. Cette marque s'appelle Douzama. Elle est discrète dans les médias, elle fait pas trop d'interviews, etc. Mais pour le coup, elle est vraiment présente sur les réseaux et ça l'a aidé pour sa marque. Ouais. Et Leïla, tu l'as vu toi le documentaire sur Georgina? Moi j'ai vu le début, mais après je suis désolée pour Georgina, mais en fait ça m'a fait ne
pas trop l'aimer. Ok, oui, genre je comprends de ouf. Ça, apparemment, Genre, elle a l'air narcissique. Genre, vraiment, c'est une meuf que je trouvais trop jolie sur les réseaux sociaux et je me disais, oh, elle a l'air trop mimi avec tous ces enfants et tout. Moi, je trouve qu'elle a pris la grosse tête. Et en fait, dans le documentaire Netflix, tu te rends compte qu'elle est un peu détestable. J'ai pas du tout aimé la personnalité qu'elle a décrite et tout. Ouais, je l'ai regardé jusqu'à la fin, ça m'intéressait grave, tu vois, parce que c'est un peu, on va dire, bon, un peu un conte de fée, on va dire. Mais je me dis, est-ce que c'est pas la Wags Premium? Genre, ça doit être une des seules pour qui ça se passe comme ça. Regarde, c'est qui son mec. Ouais, voilà. C'est qui son mec, tu vois. Mais je me demande si Cristiano Ronaldo. Le quotidien des Wags normal, il est pas comme ça. Bah non, pas du tout. Elle, c'est une star aussi. Donc du coup, on la suit et c'est vrai que t'es en mode mais MDR, enfin petite princesse, enfin vraiment un peu détestable et tout, qui a vraiment pris la grosse tête. Elle oublie pas qu'elle était vendeuse, etc. D'où elle vient, mais c'est vrai que ça fait très. Mais après, je me prends pour. Enfin, je pense pas que. Non, mais je pense même pas que ça soit dû à sa célébrité de maintenant. Je pense juste peut-être c'est une peste et ça allait rester. Potentiellement, je sais pas. En tout cas, le fait d'être avec Cristiano Ronaldo, ça l'a mis au sommet. Il y a Wags, il y en a qui sont avec des joueurs de je sais pas, enfin. Ligue. Et elles sont pas des princesses. Ceux qui font du foot en salle. Ah ouais. Bah après, elles aussi, ça peut être des pestes, tu vois, si elles vont toujours. Potentiellement. Il est 20h56, la pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui.